j'ai eu trop de jeux gâchés pour des trucs où je me suis pris la tête pour rien. Et en fait, vient un moment où c'est aussi le privilège de l'expérience et que tu dis vraiment, allez, Ajak TS, et là, je peux rien plus faire de plus. Bonjour à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les GNistes et par des GNistes. Dans ce 23e épisode partie 2, nous allons continuer à parler de l'anxiété de la performance en GN. Dans la partie 1, nous avions parlé de généralités autour de cette anxiété, avant d'essayer de déterminer les origines de cette anxiété ressentie par nos invités. Il est maintenant temps de parler des impacts de celle-ci, que ce soit en jeu, avant ou après le jeu, ou encore sur nos proches ou notre vie en général, ainsi que sur la façon dont on peut gérer cette anxiété au mieux. On termine comme toujours par un petit conseil pour les gens qui se sentiraient concernés par ce sujet. Alors sans plus attendre, je rends la parole à Léonard et je vous souhaite une bonne écoute. On vient de terminer la partie origine et maintenant il est peut-être temps de se tourner vers la partie quel impact a votre anxiété sur votre jeu, sur votre hobby. Première question, c'est quel impact a votre anxiété sur votre façon de jouer ? Écoutez, laissez-moi parler. Vas-y. Je peux pas vous laisser dire ça. Je peux pas. Chut. Alors, moi, je dirais que ça a un impact à la fois positif et négatif, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. C'est que moi, ça va générer du stress, mais tout stress n'est pas forcément négatif. Donc, ça va me motiver, me pousser à apprendre de nouvelles choses. Et je vais également être beaucoup dans la découverte de nouveaux sujets aussi, que je trouve particulièrement stimulants. Ça, c'est quand ça se passe bien. Mm-hmm. Et sinon, ça peut m'impacter, c'est-à-dire ça peut me faire beaucoup angoisser sur si je vais être à la hauteur, et donc ça va jouer sur ma confiance en moi, où je vais beaucoup me remettre en question, où je vais me comparer aux autres et me dire que moi je suis moins bien, moins intéressante, moins charismatique que ce genre de truc, quoi. Ok. Moi, ça a comme impact, j'en ai déjà beaucoup parlé quand même, du fait que ça me prive de certaines expériences et ça m'empêche, je pense, sur place de finalement proposer le meilleur jeu. C'est-à-dire que du coup, c'est un peu un cercle vicieux où j'ai peur de ne pas faire assez bien et du coup, je ne fais pas assez bien. Après, il y a quand même un impact que je vois qui est positif, c'est que du coup, ça m'oblige à remettre en question ma façon de jouer, le rapport que j'ai avec le jeu, etc. et à identifier davantage les choses dont j'ai besoin pour proposer de meilleurs jeux et pour m'amuser davantage. Et je pense que si j'étais dans une situation plus confortable, je prendrais pas forcément l'effort de faire toute cette réflexion. Or, c'est une réflexion que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je dirais que ça, c'est l'impact positif de l'anxiété. Voilà. Suivant. J'ai l'impression d'être dans la redite, mais oui, c'est juste que moi, ça me rend plus sensible aussi aux autres. Par contre, comme Kaya aussi, il y a le truc où je choisis aussi mes jeux très différemment. Et il y en a où je sais que je vais même pas essayer de m'y inscrire, en fait. Là, j'ai vu un jeu passé international qui me plaisait vachement. J'ai regardé dans la note d'intention, ça disait les communications se feront majoritairement sur Discord. Ok, pas pour moi, tant pis. Le jeu me plaît vachement, l'histoire me plaît vachement, mais je sais que ça veut dire que je vais devoir traquer les informations, je vais me sentir angoissée parce que j'aurai pas le temps en fait d'être présente justement là-dessus. Donc j'aurai pas le temps de faire le taf par rapport aux autres. Donc j'aurai l'impression aussi de pas respecter les règles du jeu, parce que là c'est écrit dès le début, c'est dans le game design. Donc c'est dommage. Mais je me dis, j'ai tellement peur à l'idée de décevoir et de m'être investie dans un truc et de pas le faire correctement, ou d'arriver sur place et me dire en fait je suis passée à côté du gène parce que j'ai pas respecté les règles de tout ce qu'il y a fait en amont, j'y vais juste pas. Ouais. Ok. Karba. Moi, ça m'est arrivé 2 fois d'annuler ma venue à des GN parce que je savais que j'avais pas le temps de faire ce que je voulais, et parce que je m'étais déjà projeté dans quelque chose, c'était plus envisageable de ne pas arriver au moins à mon niveau minimum acceptable, au point que j'ai préféré ne pas du tout venir. Et sinon, en termes de jeu, pendant le GN lui-même, ça va faire aussi que
Avant, je le faisais que dans ma tête, et du coup, c'était chiant parce que j'ai pas les solutions, et maintenant, je vais être aussi beaucoup plus proactif pour aller demander, sur des moments hors jeu, à d'autres personnes, de quoi tu as envie. Enfin, dans quel sens tu veux qu'on aille. Parce que ça m'évite d'être le seul, entre guillemets, à porter une décision, et de me dire, ok, si on va par là, c'est cool, bah, on va par là, et ça me va. Ouais, ça devient quelque chose de collaboratif, en fait. Tu impliques beaucoup plus les autres, comme ça, t'es moins seul. Je répartis ma charge mentale de prendre des décisions. C'est très important de répartir sa charge mentale. L'impact que ça a sur votre préparation, votre temps d'investissement. Clémentine Moi, la première réponse qui m'est venue, c'est que du coup, ça a tendance à m'empêcher de me préparer moi, parce que du coup, je panique et que du coup, je fuis plutôt que de l'affronter parce que j'ai trop peur. D'un autre côté, quand je repense aux jeux qui m'ont moins fait de cette anxiété, comme le dernier LH, du coup, j'ai aussi pas eu la motivation de le préparer. Donc, en fait, je pense que dans tous les cas, je me prépare à l'arrache et que c'est juste que c'est pas toujours la même cause. Donc, voilà, je suis pas sûre que ce soit vraiment l'anxiété qui a un rôle dans le fait que je prépare peu en avance, mais en tout cas, elle joue quand même dans le fait que je me prépare peu en avance, parce que quand ça me stresse, bah, du coup, j'ai du mal à me préparer dans le jeu, parce que du coup, ça me fait peur dès que je commence à le faire. Donc, il n'y a que quand je suis en retard que ça finit par prendre à un le moment, dessus. tu n'as plus le choix, et donc il faut y aller, ça. quoi. Je sais pas vous, mais moi, je pense que j'ai une mémoire assez courte, mais elle peut être efficace sur du court terme. Donc, je vais m'y mettre peu de temps avant, apprendre plein de choses très, très rapidement pour pouvoir les garder en jeu. On va dire sur le concret d'un background. Même si j'ai pu me préparer longtemps avant mentalement à réfléchir aux scènes et aux choses comme ça, je sais plus où j'allais avec cette phrase. Voilà, c'était trop bien. La mémoire à court terme. C'est QFD, merci d'être venu. Voilà, Alors maintenant, on reçoit Michel Drucker. Oh, un caillou. Oh, un caillou. Oh, un caillou. Bah allez-y, hein, c'était bah, certainement... on va rester sur reprenez ça. le relais, paf, je sais plus où C'est j'allais. exactement ce qu'il fallait démontrer. Ok, mamie. Est-ce que quelqu'un a quelque chose Ouais. Non mais écoutez, je vous explique, c'est parce que en fait, là, j'ai l'anxiété de la performance parce que du coup, je participe à un podcast. Et du coup, je me suis préparée, mais pas trop préparée parce que franchement, c'est pas facile. Du coup, là d'un coup, je suis en train de me dire, ah mais du coup, il faut que tu dises un truc qui est intéressant, il faut que tu réussisses à rebondir sur ce que les autres personnes te disent, c'est terrible. Clara? Je dirais que moi, reine du rétro-planning, en fait. En fait, tu vois les choses. Quand tu sais que tu vas merder, parce que tu sais que tu vas merder et que tu sais que tu vas paniquer, tu sais les trucs sur lesquels tu peux mettre des billes, et aussi, à force, tu sais aussi les trucs sur lesquels tu dis, bon, ça, je peux le winner, Mon chien mangeait mon devoir, c'est pas grave, je peux en faire un la veille. Okay. Donc, en général, sur certains jeux, je me dis, ok, ça, faut que je commence à réfléchir dès maintenant. Ça, je peux l'improviser dans une crise de panique, de trouble de l'attention, de mes épiphanies de dernière minute. Par contre, ouais, j'ai tendance à me dire, quand ça ne concerne que moi, c'est pour ma gueule, tant pis. Mais par contre, à un moment où c'est un truc qui dépend des autres, je vais essayer de me forcer à me saquer le cul assez rapidement, parce que c'est une chose de se décevoir soi-même, c'est régulier. Mais décevoir les autres, c'est quand même vachement plus douloureux. J'ai vraiment cette impression qu'on n'a pas beaucoup de méta, ou quand c'est nous, on est plutôt du genre à avoir une grosse liste de choses à faire pour que ce jeune se passe bien avec notre plaisir et tout, et plus on avance, plus on s'enlève des trucs en disant tant pis, ça je vais improviser, ça c'est la mort. Bah parce qu'aussi, tu trouves ça partout, tu trouverais ça dans la belote, le macramé, le curling et tout, c'est dans n'importe quelle discipline, t'as un peu ce truc-là. La seule différence aussi avec le GN, c'est que c'est pas un truc que tu fais en last minute en général, sauf désistement, parce que aussi, quand on avait 18 ans et que c'était plus facile, mais que ça se passait genre les parties JDR, c'est pas la même chose une partie JDR qui se passe dans la ville d'à côté, où on peut annuler en dernière minute. Et là, tu te dis, mais là, c'est un effort commun, en fait. C'est une création commune, et ça demande du coup de l'investissement en temps, en argent, en présence, ou comme on disait tout à l'heure, en ce que tu apportes et que tu peux apporter à ta hauteur. Et du coup, dès qu'il y a une fondation qui se pète la gueule, ça peut poser problème, en fait. Donc, il y a quand même un sens de responsabilité commune. Et c'est pas plus mal, parce que sinon, ce serait vraiment une pratique ultra consumériste, et on veut pas que ce soit ça. Ouais. La question, redis là. C'était ta préparation, ton investissement. L'impact sur ta préparation. Alors, ça va faire deux choses, principalement. Le 1, c'est que maintenant, je suis le propriétaire d'une quantité d'outils, de travail du bois, de travail du cuir, de quantité astronomique de tissus, de costumes, d'accessoires, comme pour avoir le choix. Ainsi. Et l'autre chose que ça fait que, parce que maintenant j'ai un peu tout ce stock, je vais aussi me permettre des fois d'accepter des GN un peu trop proches en me disant, ok, celui-là, j'ai rien à faire pour lui, parce que j'ai tout ce qu'il faut, je sais où on va.
ok, j'aurais pas le temps de le préparer avant l'autre GN parce que l'autre, il faut que je fasse plein de prépa, mais c'est ok. J'ai pas un rôle d'importance, et les copains vont pouvoir gérer le côté social. Moi, je viens avec le matos, mon équipement, c'est bon. Du coup, je gère avec ça, quoi. Ok. Quel est l'impact de cette anxiété sur votre plaisir de jeu ? En vrai, ça m'enlève pas de plaisir de jeu, mais seulement parce que je pense que je suis habituée à ressentir de l'anxiété dans mon quotidien. Donc en fait, je dirais même que même si l'anxiété peut être très intense et que ça peut vraiment monter, souvent sur le jeu en lui-même, je passe un bon moment parce que, pour la plupart, je suis là pour passer du temps avec des gens que je connais, avec des potes, me faire de nouvelles connaissances ou de nouveaux amis. Donc, je passe un bon moment. Donc, quelque part, le prix, il est payé, ça en vaut le coup, mais aussi parce que je pense que je connais pas une autre manière de fonctionner. Il y a je suis même un peu plus détendue dans le cadre du GN parce que le cadre, il est déjà clairement en place, clairement expliqué, on sait pourquoi on est là, on sait avec qui on va jouer, on sait quelle est l'histoire la plupart du temps. Et du coup, maintenant, je me suis habituée à ça. Donc, il y a quelque chose de rassurant dedans, mine de rien. Il y a un côté, les dés sont jetés, en fait, quand tu es sur place. C'est que si il y aura après, quand tu vas remettre en question certaines choses, parce que là, mais une fois que tu es dedans, déjà, tu as tellement de choses en tête que tu n'as plus trop le temps d'y penser. Bon, il y a les trucs que tu te rends compte que tu aurais pu faire, tu aurais dû faire, etc. Puis il y a aussi les mauvaises surprises que tu as sur place. Mais je dirais, il y a le côté... En fait, si j'ai essayé de communiquer avec les gens avant que j'ai préparé mes trucs, une fois que je suis dedans, j'ai plus le temps d'angoisser vraiment si je suis vraiment très occupée, et ça viendra après, en fait. C'est un peu comme les trucs de sidération, c'est que sur le moment, ça me fait rien, et quand il va y avoir un moment de calme où tu peux réfléchir, c'est un peu genre après, le truc après l'accident de voiture, quoi. Pendant que t'étais dans l'adrénaline, t'as fait ton truc, une fois que le calme arrive et que tu revisites un peu, tu te dis « Ah merde, j'aurais peut-être pu faire ça, j'aurais pu faire ceci, et telle interaction, est-ce que ça a été bien vécu, est-ce que c'était ceci, etc. » Mais sur le moment, en général, j'y pense pas trop, et pour le coup, depuis le temps, maintenant, plus je mets des billes pour que ça se passe bien, plus je me déculpabilise en mode « En vrai, moi, j'ai fait le taf, j'aurais rien pu faire de plus. » Et c'est un travail qu'on se doit à soi-même aussi de faire ça. Donc voilà. Bah, t'as de la chance, parce que moi, je suis capable de ruminer, mais très, 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 très fort, parce qu'il y a quelque chose où je suis pas content de comment j'ai pu le faire ou autre, et c'est capable de me prendre la tête au point de m'empêcher de me brancher sur le GN et d'être toujours un peu en arrière-plan ou en externe de mon personnage, juste parce que ça m'a trop pris la tête, ou alors le côté de... Parce que je me suis trop mis la pression sur la préparation, du coup, tu arrives tellement crevé, en fait, que t'es pas en état. T'as pas l'énergie pour incarner. Donc, en plus, tu culpabilises, en plus, t'es crevé, et en plus, t'arrives pas à faire ce que tu veux. Mais justement, parce que ça m'est trop arrivé, en fait. Et j'en ai eu ras le cul. J'ai eu trop de jeux gâchés pour des trucs où je me suis pris la tête pour rien. Et en fait, vient un moment où c'est aussi le privilège de l'expérience, et que tu dis, je sais comment je fonctionne, je sais comment je vais réagir par rapport à ça. Vraiment, aller à Jactas, et là, je peux rien plus faire de plus. Et je sais que de toute façon que ça va m'énerver. Et j'ai déjà été dans cette situation. C'est la même chose quand on parle du bleed, genre, comment tu vis le bleed? En fait, je le vis mal, mais je me dis, j'ai déjà vécu cette situation-là 200 fois, et à chaque fois, je m'en suis remis. En fait, c'est tu regardes par rapport à tes expériences passées, c'est l'apprentissage. Genre, en fait, j'ai déjà été vénère par rapport à ça. Et au final, ça m'a pas travaillé plus que ça, en fait. Ça m'en a touché une sans caresser l'autre. Donc en fait, j'ai plus le choix maintenant. Donc, autant en faire une expérience positive. Je vais pas être en mode Jean-René pas content dans un coin. Tant pis, sauvons les meubles, quoi. Ouais, complètement. Et puis, en grandissant aussi, je pense qu'on prend plus de recul vis-à-vis de ça. Et puis, on a plus envie de souffrir, tout simplement. Hein, parce que ça sert à rien de se mettre dans tous ces états, rien que pour, en plus, passer un mauvais moment sur le GN et en souffrir avant et après. Moi, je dirais que ça a un impact, enfin, ça a une part d'impact, mais pas entièrement. Pas entièrement parce que, en fait, ce qui définit mon plaisir de jeu, c'est quand même beaucoup ce que j'ai vécu avec les gens. Du coup, à partir du moment où j'ai vécu des trucs chouettes avec les gens et que j'ai eu l'impression de partager avec mes co-joueuses, du coup, mon plaisir, il est là. Je pense que je pourrais vivre un GN hyper émotionnel si je suis toute seule. Par contre, je me serais pas amusée, donc clairement c'est pas le truc que je recherche le plus. Par contre, il y a quand même une part dans le sens où, comme je l'ai dit, mon anxiété elle a tendance à me paralyser et à m'empêcher de faire des scènes importantes et des scènes marquantes parce que je me paralyse toute seule. Et du coup, en ça a quand même un impact parce que du coup, si j'ai pas fait des scènes importantes, j'ai peut-être moins eu l'impression de connecter avec mes co-joueuses, d'avoir créé des belles scènes avec eux. Si je suis restée trop dans ma tête, en gros, ça m'a empêché de me connecter vraiment au jeu et donc, du coup, ça a un impact sur mon plaisir de jeu pour ça. Voilà. Ok. Et toi, Léonard ?
Mon impact, moi, La massette. généralement, mais j'ai moins de... je vais pas dire j'ai moins de problèmes que vous. Non. Clairement. Clairement. Ouais. Non, disons que je peux revoir du stress ou des choses comme ça, mais je vais toujours essayer de me dire, allez, moi, c'est surtout là où ça peut arriver, ça va être pendant le jeu. Par exemple, j'ai fait une action que je trouve conne. Pendant 10 minutes, je chie, quoi. Parce que j'ai des attentes de moi-même sur ma façon de jouer qui fait que j'en ai fait une à Légende d'Iboré qui, au final, a créé du jeu. Mais sur le coup, je suis un peu en mode mais Léonard, t'es un blaireau, quoi. Voilà le boulet, quoi. JPP de lui, quoi. Mais je vais être en mode, ça a été merdique. En tout cas, pour moi. Parce que les autres n'ont pas trouvé ça merdique, ça a créé des opportunités de jeu. Je dis, il te reste encore 48 heures de jeu pour qu'on oublie cette histoire, quoi. Donc voilà, c'est plus un truc comme ça, quoi. Je vais faire une plus grosse merde pour oublier la première, comme ça sera plus Je vais aller vers la défaite, les chroniques de la défaite. C'est ça. Voilà. Est-ce que ça a un impact sur votre retour du jeu ? Ouais. Ouais. Moi, du coup, je pense qu'on en a tous un peu parlé. Tu parles du retour, genre le retour review ou le retour, genre le chemin du retour du gène ? J'allais poser la même question. Moi, je dirais c'est le retour dans sa globalité. C'est le après le jeu, quoi. Ouais. Après le jeu, moi, ça a tendance à me faire ruminer de ouf. Et j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Cependant, si je me suis vraiment éclatée, c'est plus facile pour moi de pas rester là-dessus. Typiquement, le gène dont je parlais dans l'édito, où je disais, je pense pas que j'ai donné une performance exceptionnelle, etc. Mais je pense que ça allait. J'arrive complètement à me contenter du ça allait parce que je me suis éclatée. Alors que je pense que si je m'étais pas éclatée, j'aurais été en mode c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas réagi exactement comme il fallait à ce moment-là, machin. Voilà. Moi, au début, quand j'ai commencé le GN, à passer la phase on va dire, d'apprentissage et de découverte, je me sentais vraiment pas bien après les GN. Je me sentais nulle en disant que tout ce que j'avais fait, c'était vraiment à chier. Et ces dernières années, j'ai commencé à en avoir marre d'avoir mal à chaque fois. Donc j'essaye maintenant activement, mais je dois le faire activement, de me concentrer sur le fait, comme tu dis, Clem, que j'ai passé un bon moment. J'ai vu des amis, j'ai participé à des chouettes scènes, et me dire, oui, j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses qui auraient certainement été meilleures si j'avais eu plus de temps, plus d'énergie, plus de ci, plus de ça. Sauf qu'en fait, non. C'est des si, parce que je n'étais pas disponible et je n'avais pas l'énergie nécessaire. Donc j'essaye de me concentrer là-dessus. C'est pas toujours facile parce qu'en fonction de l'état émotionnel dans lequel surtout en fin de GN, t'es rarement en très bonne forme. T'es souvent fatigué au moins, voire tu peux te faire attraper dans la tourmente facilement et vraiment être... Donc c'est quelque chose qui est plus facile maintenant, et c'est pour rejoindre ce que tu disais, Cora, sur l'expérience. À partir du moment où tu as plus d'expérience, tu te connais mieux, tu peux mieux te gérer là-dessus. En tout cas, moi, c'est mon expérience jusqu'à maintenant. Ok. Et il y a aussi des outils que tu mets en place. On parle souvent de... Donc ça, à la base, c'est un principe que tu trouves dans les jeunes internationaux qui s'appelle la Week of Stories. La Week of Stories, c'est de dire, les orgas vont dire après le GN, pendant une semaine, on veut rien savoir si ça a été merveilleux ou pas. Vous nous foutez la paix, je veux pas savoir, parce que là je suis trop à vif. Bien sûr. Et donc les critiques négatives, même justifiées, vont prendre des proportions terribles, et les commentaires positifs vont me passer au-dessus, parce que là je suis en train de faire la somme de tous les trucs qui vont pas dans ma tête. Bien sûr. Et en fait, la Week of Stories, elle s'impose aussi entre joueurs, c'est-à-dire de dire, moi là je suis pas encore prête d'en parler parce que je suis trop à fleur par rapport à certaines choses. Donc en général, pareil, c'est un peu la même chose que d'écrire des phrases pour le truc, c'est que souvent quand je suis sur un retour de jeu, pendant une semaine, je vais me noter des petits trucs qui vont me penser ce qui n'a pas été sur ces, etc. Et un peu à la manière d'une enquête, des fois je me demande pourquoi est-ce que ça m'a énervé. Et en fait, ça fait référence à quoi ? Qu'est-ce qui m'a gavé ? Et en fait, tu te rends compte, en fait, en soi, c'est pas important, c'est juste que ça m'a rappelé telle situation, et c'est pour ça que ça a pris ces proportions. Indépendamment du jeu, ça me ferait pas chier, mais comme c'est la 4e fois que ça arrive, ça prend des proportions comme ça. D'essayer d'être très rationnel dans les trucs qui me cassent les couilles et qui me font sentir mal, etc. Et puis il y a aussi ce truc où, au début, je me comparais beaucoup aux réactions des gens. Un truc qui me fait toujours peur, même en sécurité émotionnelle, c'est qu'on dit des fois les gens ils en font trop en sécurité émotionnelle, et du coup ils vont donner l'impression aux gens qu'ils vont vivre une expérience bouleversante, et du coup si tu vis une chouette expérience mais que t'es pas au bout de ta vie, tu te demandes putain, est-ce que je suis pas passée à côté du truc, parce qu'apparemment ça devait être transcendant et je devais changer ma vie après ça. Et ça a été la même chose aussi dans mon anxiété par rapport aux réponses des gens, les gens qui avaient besoin de parler pendant super longtemps. Tu dis ouais, c'était chouette, mais j'en ai pas besoin. Et pendant très longtemps, je me disais, le
j'allais dire blueprint, je suis vraiment mis à Fraya. Oui, tu vois ce que je veux dire, le comportement de base, c'est et on va faire des playlists Spotify et on va en parler pendant des semaines et on va écrire des épilogues sur Facebook et tout. Moi, je suis dyslexique, ça me faisait chier. Je le faisais parce que je pensais que ça allait être chouette et il y a des gens avec qui je l'ai fait parce que c'était intéressant, parce qu'on avait une sensation de pas fini. Et il y a eu des fois où je dis genre waouh, j'ai vécu un super beau gène, j'ai pensé pendant des semaines, j'ai pas besoin d'écrire. J'ai pas besoin de ça. Et en fait, pendant très longtemps, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la comparaison, c'est la voleuse de la joie. Et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, ta base ne doit pas être la façon dont les gens réagissent aux choses. Et pendant très longtemps, je me suis dit, je suis pas vraiment au bout de ma vie, j'ai passé un vrai bon moment, mais je suis prête à aller faire ma compta demain. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas vécu les choses aussi intensément que les autres ? Est-ce que je suis passée à côté d'un truc ? Est-ce que ça veut dire que je suis pas capable de m'immerger autant ? Et en fait, non, c'est qu'avec le temps, tu réalises que ta façon de réagir à un gène est aussi associée à ton quotidien. Donc si tu es en train de traverser une certaine période, tu vas pas vivre les choses de la même manière et c'est ok, et tu peux vivre 2 beaux gènes tout aussi beaux, tout aussi intenses de façon très différente, parce qu'aussi tu n'ouvres pas ton cœur de la même manière sur certaines expériences, et que la pire chose à faire, c'est que ta base de comparaison soit la réaction aux autres. Et ça, avant, après les jeux, je me disais, putain, les gars, vous avez l'air d'être tous... tu sais, genre, il y a certains... Genre, je parlais hier avec un copain qui a fait un gène Harry Potter, il me dit, à nous, 4 ans après, on se voit encore régulièrement, on fait des teufs et tout, genre... Ouais, nous, pas besoin. Et c'est pas qu'il a fait un meilleur gène que nous. Ou c'est pas qu'il a vécu l'expérience plus intensément. Il a des besoins différents, en fait. Il a des besoins différents, il a eu une alchimie différente. Et ça veut pas dire que je suis passée à côté du gène. Il y a des années, je me serais dit, ah ouais, putain, nous, ça s'est pas passé comme ça. Est-ce qu'on n'a pas, genre, foiré le truc ? Non. C'est juste que l'alchimie était différente et il faut l'accepter. Mais souvent, t'as le côté où tu te compares, surtout en plus avec la multiplication des jeux à sessions multiples. Donc, le même gène qui n'est pas une suite, mais qui est réorganisé plusieurs fois, avec la même histoire à chaque fois. De comparer la façon dont les gens ont vécu certains trucs. Moi, on parle souvent de Nous n'irons plus danser, qui est un jeu français qui est vraiment le truc que tout le monde veut faire à chaque fois. Et souvent, ils font des groupes de ceux qui ont joué le machin, etc. Les promotions voilà, c'est ça. Mais il y a par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Garance dans Nous n'irons plus danser, qui est un personnage merveilleux. Du coup, il y a eu 17 Garances. Quand les 17 Garances parlent entre elles, il y en a qui disent 4 ans après, j'y pense encore. D'autres qui disent ouais, c'était chouette. Et c'est pas qu'il y en a une qui a passé un meilleur gène que l'autre, c'est qu'en fait, faut accepter le fait qu'on vit nos expériences de façon différente et c'est totalement valide, quoi. Je dis trop de mots à 3 syllabes, faut que je dise un truc genre coucouille, voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Excusez-moi, c'est ma ligne éditoriale. Si je commence à dire des trucs intelligents, je vais niquer mon image de marque. L'impact que ça a sur votre entourage. Vas-y, Karba. Alors, il se trouve qu'il y a une personne avec qui je vis qui parfois peut un peu subir clairement ma tension, mon stress. Mais non. Parce que quand tu es en grosse phase de préparation, de machin, que tu es ultra... Et bizarrement, déjà que de base, il n'est pas très haut, mais mon niveau de second degré devient clairement négatif. Moi, je trouve ça assez insolent que tu parles de ton niveau de second degré qu'on n'a jamais vu. Un niveau nul, c'est un niveau. Techniquement, frère. Vous êtes de quel côté C'est de la vérité ? Non. Donc, des choses comme ça où, typiquement, voilà, dans le cadre du couple, ça peut être compliqué sur le niveau, heureusement, parce qu'avec la communication, on arrive à mettre en place des choses pour que ça n'ait pas trop d'impact. Mais ouais, en général, on sait toujours que les semaines avant le GN et le climax, c'est le chargement de la voiture. Mais c'est un moment où il ne faut pas me faire de blagues, pas me faire de machin, parce que je ne suis absolument pas en état d'y réagir de façon intelligente. Par exemple. Donc ça, typiquement, c'est... Mais là, je le connais, je le dis, ça se passe vachement mieux parce que je peux prévenir les gens. Mais typiquement, c'est quelque chose où c'est ce stress, ce besoin que ce soit bien fait, machin, je suis tellement à cran que faut... Alors, simple, objectif, clair, parce que sinon, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut te poser la question à toi, Léonard. Alors, l'impact. En fait, déjà, c'était quelque chose de tout nouveau, ce genre de choses. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui... Je vais avoir du stress pour charger la voiture, sur des petits rushs de costumes. Et même au bout d'un moment, si c'est pas fait, c'est pas fait. C'est la vie. Ce que raconte Clémentine, pour l'avoir vu de mon POV, j'étais vraiment en mode... Mais... qu'est-ce qui se passe ? Et des fois, vous sentez un peu démuni, désarmé, vous comprenez pas la personne en face de vous. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti pour Nous irons plus danser, où Clémentine était vraiment en mode... J'avais déjà vu ça pour
t'as fait Prisme, Ouais. déjà avec ta sorcière, où t'étais vraiment stressé de fou sur plein de choses. Et moi, j'étais là en mode, mais enfin... Presque. Et je savais que dire, mais enfin, ce n'est qu'un jeu, n'était pas la meilleure des solutions à ce moment-là. Non. Là, j'étais vraiment en mode, et si Léonard, tu peux faire preuve un peu d'intelligence, c'est maintenant ou jamais. C'est ton moment. Ain't nobody got time for that. Et ouais, donc moi, je me retrouve souvent un peu démuni, en fait, parce que Clémentine et moi, on a deux façons de fonctionner différentes sur ça. Moi, je suis en mode, bon, ben, ça va le faire parce que je m'implique beaucoup, j'ai moins d'implication mentale sur ces choses-là, mais je n'arrive pas à part demander à Clémentine de quoi elle a besoin et de discuter avec elle. Je sais pas quoi faire de plus, mais je peux comprendre, des fois c'est très stressant en fait. Moi j'ai toujours peur qu'elle me claque entre les doigts, entre je veux plus y aller et des choses comme ça. Et en vrai ce serait ok qu'elle dise bah en fait je veux plus y aller et je respecterai son choix quoi. Mais des fois je suis vraiment en mode que faire, et en vrai j'ai toujours pas de solution à ça. Souvent écouter la personne, et généralement écouter la personne et demander, ne pas proposer des solutions. Oui, c'est vraiment, bien. si je dois vous donner un conseil à tous, si vous avez ce genre de personne à la maison, ne pas proposer de solutions. Cette personne a déjà réfléchi à beaucoup trop de solutions par rapport à ce que vous allez proposer. Et si c'est pour lui donner la solution, l'hypothèse numéro 50, alors qu'elle est déjà à l'hypothèse numéro 3000, vous allez plus l'énerver qu'autre chose. Donc, demandez de quoi elle a besoin, prêtez une oreille et attendez que ça passe en fait. Bah ouais, c'est ce que j'aurais dit, hein, que globalement ça a de l'impact sur toi parce que du coup tu subis mon anxiété au quotidien. Je pense pas que ça a trop d'impact sur mes amis, et Non. encore que, à moins que vraiment on joue ensemble et que du coup je communique sur le fait que j'angoisse, et donc faut un peu gérer ça, mais ça va en termes d'impact. J'essaye de faire en sorte que ce soit pas... Non, Isabelle n'est pas d'accord, vas-y, non mais partage quand même. Non, je trouve qu'en fonction du type de jeu et Oui, c'est vrai, au niveau du stress, pour les personnes qui sont plus sensibles autour, je veux dire, ça va se ressentir Ouais. le stress. Donc je pense pas que l'impact il soit hyper négatif, mais je pense qu'il est existant, surtout si les personnes en face ont elles-mêmes passé un moment qui n'était pas facile. Ouais, Je pense que c'est important, et je parle pas de toi spécifiquement, je pense que c'est important de ne pas minimiser le fait que notre état émotionnel va affecter notre entourage, en fait. Oui, ça c'est vrai. On est mm. bien d'accord par contre. Carba, on est en mode genre qui balance en fait. Genre... Carbel avait commencé en fait. Ouais, c'est vrai. Je dirais que le truc, c'est que j'ai toujours eu aussi des partenaires ou des gens autour de moi qui faisaient pas forcément les mêmes types de jeux en fait. Parce que mes proches amis qui habitent vraiment à côté sont pas toujours sur les mêmes jeux que moi, ou alors ils vont pas partir en groupe parce qu'on fait des jeux beaucoup à session unique, donc on va faire les mêmes jeux mais pas au même moment. Et voire même du coup tu te retrouves dans cette posture où tu peux pas expliquer ce qui te stresse parce que tu peux pas dévoiler ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est aussi très drôle des fois avec le typecast, parce que donc le typecast étant un type de rôle dans lequel tu peux te retrouver bloqué ou que tu as choisi sciemment parce que c'est une zone de confort ou alors c'est subi. Et souvent avec des copines on se retrouve toujours dans les mêmes rôles, et du coup ça me permet de discuter avec certaines personnes, genre toi t'as joué Machine, genre évidemment que j'ai joué Machine, bah j'ai joué Machine, ah bah évidemment. Et donc ça c'est un truc de confort parce que du coup tu peux exprimer tes craintes et être rassuré ou pas. Après, moi, très souvent, il y a le truc de genre, mais comment tu te mets dans un état comme ça ? C'est juste un GN. Et en fait, oui, c'est juste un GN, mais c'est un peu le truc du genre, c'est qu'un jeu, mais pourquoi vous prenez ça au sérieux ? Mais parce qu'en fait, c'est pas juste un jeu. C'est ton hobby, en fait. En dehors de ça, c'est pas un GN, mais c'est ton hobby que tu pratiques, quoi. C'est une passion, en fait. Oui, c'est une passion, et puis c'est une communauté, et puis comme je disais tout à l'heure, c'est mon lien social principal. C'est pas un but dans ma vie parce que c'est pas le truc qui me permettra de payer mes factures ou de me torcher le cul quand je serai vieille, mais n'empêche que c'est une partie très importante de ma vie que j'ai envie d'assurer derrière. Et aussi, c'est ce qu'on se doit aux uns des autres, et que justement le côté de la responsabilité, je dirais pas non plus on n'est pas non plus dans un gros truc de responsabilité ou de conscience, mais ce truc, moi si je stresse et que je me dis j'ai pas envie de décevoir les gens en fait, parce que c'est pas juste un truc utilitaire que je vais aller faire en GN, je vais retrouver des gens que j'ai pas vu depuis longtemps peut-être aussi, avec qui j'ai envie de passer beaucoup de temps et que ça se passe bien, et que eux aussi je sais que ils traversent pas des trucs cool, et c'est ce moment où on se retrouve, où on dit sans être dans la fuite de réalité, au contraire on est bien conscient de la réalité. Parce que tout à l'heure que tu parlais de fuite de la réalité, moi je trouve que des fois c'est l'inverse. T'arrives sur un GN et tu sais ce que ton pote il traverse en ce moment, et la réalité c'est genre il est en train de vivre ça en ce moment, et en fait là ça va être sa bouffée d'air frais, et donc tu veux que ça se passe bien parce que justement
en filigrane, en sous-titre, t'as toute la somme de ces merdes, et que ça, c'est le seul truc qui va pas lui faire péter un plomb pendant un cas. Donc ça devient pas non plus délusionnel, et ça doit pas être un dérivatif. Mais t'as aussi la somme de toute la responsabilité. Et puis aussi, t'as été orga, tu sais comment ça marche, tu sais tous les trucs que les gens ont sacrifiés derrière. Et c'est un peu, je sais plus c'était dans quelle série où ils disaient quand les gens ils ont des bagages émotionnels, tu les vois, ils se promènent vraiment avec leurs bagages. Des fois, t'arrives sur des GN, tu sais que pour qu'aujourd'hui on soit à tel événement, tout le monde trimballe ses merdes en fait. Et tu te dis, il y a un sens de responsabilité terrible. Et moi, quand les gens me disent, non mais c'est qu'un jeu. En fait, non. Et d'ailleurs, ce que je trouve terrible, c'est ce côté qu'on a tous, cette espèce de dissonance cognitive, d'être en mode... On a un hobby qu'on prend super au sérieux et on veut respecter, et en même temps, on le dénigre nous-mêmes parce qu'on n'est pas capable d'accepter le fait que ça nous touche. C'est un peu, voilà, nous on fait souvent des trucs de théorie du gène. Moi, quand je dis que je fais des conférences sur le gène, ils sont en mode non, mais c'est bon, calme-toi, c'est du gène. C'est marrant parce que mettre 800 balles dans une armure, ça te paraît pas choquant, mais écrire un article avec des termes scientifiques, ça te paraît déconnant. Et en fait, les gens ont l'impression que si on prend trop les trucs au sérieux et qu'on met trop d'émotionnel dedans, ça va être gênant, mais en fait, non. Pas du tout. Et en fait, c'est la même chose. Moi, quand les gens me disent « Non, mais calme-toi, c'est juste un gène ». Non, en fait, c'est aussi le temps de mes amis. C'est aussi le temps des gens qui ont consacré pour nous proposer cette activité qui, rappelons-le, n'est pas un droit social. On va faire un GN parce qu'un jour, un mec s'est levé et dit « Tiens, et si ma femme me voyait plus pendant 3 mois parce que tous les soirs, j'écris avec des gens sur Teams ?» Mais c'est ça, en fait. On a presque un devoir, dans un sens, sans que ce soit un devoir parce que c'est très fort comme mot, mais on a une responsabilité aussi de pas être juste des gros clients et d'arriver en sorte pour que ça se passe bien. Et cette responsabilité, elle est complètement différente si c'est juste, je vais pas aller en GN avec une cheville pétée parce que je vais devoir combattre et qu'en fait, si moi je me blesse, je peux blesser d'autres personnes. J'ai une responsabilité de connaître bien mon personnage parce que je suis censée déléguer du jeu aux gens et que c'est un jeu qui coûte très cher. J'ai une responsabilité envers les autres de faire que ça se passe bien pour eux. J'ai une responsabilité de faire... En fait, c'est très différent selon le jeu, cette notion de responsabilité. Mais elle existe quand même. Et ce serait la même chose si on faisait du bowling. Ce serait la même chose si on faisait du macramé, en fait. Et c'est le côté genre, ouais, c'est qu'un jeu, mais en même temps, c'est une activité humaine, en fait. Et on a un sens de responsabilité, de devoir dedans. Donc oui, moi, dans mon entourage, ils me disent, mais non, mais c'est bon, là, t'as été faire tes pipous, t'as été faire l'elfe dans les bois, pourquoi tu te fais une crise d'angoisse avant ? Parce qu'on est aussi des adultes et que, en fait, pour aller faire les cons dans les bois, les pipous, en fait, il y a eu plein de décisions d'adultes qui ont été prises. Les congés à poser, les machins, les ceci, les enfants à garder, les bordels, la bagnole à faire réparer à temps. Et ça, c'est en transparence, mais c'est toujours présent, en fait. Et donc, moi, j'essaye de ne pas le faire payer le prix de mes échecs et de mon manque de planning aux autres. Par contre, quand on commence à me dire, limite à m'infantiliser en mode « Oui, non, mais c'est juste un gène », non, en fait. Si tu veux qu'on parle comme des adultes, on va parler de pognon, de temps, de ceci, de cela, et ça, c'est un vrai truc. Et quand tu es respectueux des autres, tu ne peux pas ne pas y penser un petit peu. C'est pas obligé de parasiter tes pensées et détruire ton plaisir en amont, mais il faut au moins y penser un petit peu quand même. Voilà. Ça me fait penser à un orga qui se reconnaîtra du coup, qui veut plus appeler ça des jeux et pas appeler ça des joueurs, qui appelle ça des événements et des participants à l'événement. Justement parce qu'il dit, en fait, ça représente pas ce qu'on veut. Enfin, je reprends ces mots, donc c'est peut-être pas exactement ce qu'il veut dire, mais il veut pas qu'on considère ça comme juste un amusement. C'est plus que ça. C'est une expérience. On va essayer de construire quelque chose tous ensemble, et que du coup, si on met le terme de jeu, il y a un côté qui le rend moins important que ce que c'est. Enfin, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il le dirait, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je travaille dans l'événementiel et dans la production, et je vois des fois la valeur que les gens donnent à des trucs de GN, où je dis, mais en fait, va faire ça au niveau de production, de défraiement, de prix des choses réelles. Et en fait, on arrive... Enfin, moi, j'ai un pote qui dit... il dit, j'ai pas de thune pour emmener ma gonzesse en château un week-end, du coup, on va aller faire un GN, parce que là, on pourra le faire pour pas cher. Parce que si je veux l'emmener en hôtel un week-end en GN, en château, je peux pas le faire. Par contre, en GN, non seulement on aura notre propre piole, pour pas cher par rapport à une vraie location, mais en plus, on aura un jeu avec. Et il y a un truc, c'est genre... On a ce côté où genre, on dirait qu'on veut pas adultifier le truc... En parlant, quand on parle de sécurité émotionnelle, d'anxiété, etc., parce que ça doit rester dans le domaine du léger. Parce que si ça sort du domaine de léger, c'est plus un jeu, c'est plus un plaisir. En fait, non, ça peut rester un plaisir, être ludique, mais le ludique peut aussi accepter l'organisation et l'émotionnel et l'humain et le sens de responsabilité. Et je suis d'accord que oui, quand on dit jeu, il y a un côté gna-gna. Mais en fait, non, quoi. Un jeu, ça se fait super sérieusement, quoi. Ça peut être jeu au sens noble du terme, comme quoi tout le monde participe activement à créer ce cadre pour qu'on puisse
passer un bon moment, il faut que le cadre il soit carré, que les personnes autour se soient investies et donné de leur temps, de leur énergie, de leur argent, comme tu dis. Donc oui, clairement. Sans surprise, je suis d'accord avec toi. Arrêtons cette mascarade. Ouais, arrêtez. Après, pour faire le en même temps macroniste, il y a aussi le côté de il faut prendre ça au sérieux sans le prendre trop au sérieux. Il ne faut pas prendre ça trop à la légère, trop à la rigolade. Ensuite, il y a des gènes faits pour ça. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne l'enjeu de ta vie, un enjeu personnel trop grand, parce qu'il y a aussi des gens qui, parce qu'ils partent avec une idée trop précise de ce qu'ils veulent trouver dans ce gène-là, vont se prendre une claque mentale monumentale, dont ils vont accuser l'intégralité de la Terre, parce qu'ils ne vont pas se remettre en question. Donc, il y a aussi... Oui, mais ça, c'est pas prendre ça au sérieux, c'est pas savoir gérer ses attentes. Et ça, c'est pas capable de lire une note d'intention. C'est pas le fait de pas prendre sérieux. C'est des problèmes de traduction et d'interprétation. Alors, on va dire de trop s'investir dedans mais sans avoir forcément les éléments. Donc, il y a... Ouais, mais comme dans toute chose, mesure est bonne. Ouais, mais s'investir, c'est comme on dit, c'est ton ticket d'entrée en fait. Oui. Si ton GN, t'as besoin de faire ça pour entrer dans le GN. Si tu fais pas ça, si tu prends pas ce ticket d'entrée, donc autant t'investir dedans, tu fais pas le GN parce que la flemme, pas l'envie en fait. En fait, faut mettre son curseur selon ce que ça apporte. Si tu viens à une soirée karaoké sur Big Bisou, faut pas t'attendre à qu'il y ait la Traviata, quoi. C'est pas le mood. Faut accepter Des fois, je suis d'accord, ça sert à rien d'en attendre des caisses. Si tu vas faire un GN camping, c'est un GN camping, il faut accepter le fait que ça va être chillax. Ouais, c'est ok. Par contre, viens pas faire un GN super sérieux en gueulant que ça n'a pas été du camping. Mais l'inverse aussi existe. Bien sûr. Mais je trouve que c'est bien justement de prendre les choses sérieusement. De toute façon, on n'est plus des étudiants qui allons taper à 5 balles sur le truc du stade, quoi. C'est genre, on a nos vies qui sont intégrées dedans. C'est pas péjoratif que ce soit sérieux, quoi. Et non, et puis comme on l'a beaucoup annoncé, ça donne de l'investissement personnel, ça demande de la logistique, ça demande de l'investissement collectif. Tout ça mélangé, c'est pas un truc que tu peux faire ça à la rigolade. En fait, si tu veux rigoler, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses à faire d'adulte avant, en fait. Sinon, ça ne peut que être une catastrophe, quoi. Je me permets juste, il y a une espèce de craquement depuis tout à l'heure, je sais pas si vous l'entendez. Ah, c'est ta chaise. C'est mon gros fiac. Factuellement, mon gros fiac, parce que je fais que goumer des M&M's. Voilà la terrible réalité. Voilà. C'est ton gros cul qui grince, là. Mon gros cul sur vos faciès disgracieux. Du coup, sur ton front, ça fera un dindon. Oui. La question de base, c'était quoi déjà ? De quoi ? Mon gros cul ? Non. C'était l'entourage. C'était l'entourage. Ah, l'impact sur l'entourage. Je crois que j'ai pas répondu, donc je me permets. Vous avez dérivé. Vas-y. Ouais, mais c'est on ok. est parti. Vu que c'était intéressant, oui, c'est ok. C'est cool. Par contre, quand ce sera nul, il va me faire taire. Ah ouais, je serai là, je vais tais-toi. Et il a bien raison. Silence. Et c'est ok. J'aime bien qu'on parle mal. Pardon. Plus tard. Il y a des endroits pour ça. À l'after, enfin. L'after, ok, super. Moi, l'impact sur mon entourage, il est très existant aussi. Mais je pense que des fois, ça peut être très stressant pour les membres de mon entourage. Mais globalement, avant un GN, je dis aux gens, à peu près une semaine et demie avant, les personnes avec qui j'habite, les personnes avec qui je relationne, mes amis proches que je vais voir, je dis, attention, je passe en mode GN. Ce qui veut dire que là, pendant les prochains jours, tu ne vas pas me voir, je ne vais pas être disponible. Si nous sommes en discussion, je serai que à moitié là. Et la plupart du temps, je vais rêvasser pour réfléchir à comment je pourrais améliorer, préparer, répondre à tel besoin, telle question. Donc voilà. Et après, en revenant du GN, et sans mentionner évidemment le stress de courir partout et de me dire il me faut ci, il me faut ça, mais maintenant que j'y pense, évidemment, à la dernière minute, tu as toujours l'idée de non, en fait, mais ce serait vachement mieux si je pouvais faire telle chose pendant le jeu, ou si je pouvais avoir tel objet pendant le jeu, ou si je pouvais avoir tel élément de costume sur le jeu. Plein de choses qui me font dire que c'est ça qui va faire que mon jeu, il sera plus crédible, plus intéressant, blablabla. Et après le jeu, en rentrant, il y a le moment où il faut que j'en parle. Parce que moi, en fait, les personnes avec qui je relationne, c'est pas des GNistes. Donc je rentre à la maison et je dis « Attendez !» Il faut que je vous raconte. Donc là, on se met autour de la table et il faut que je leur raconte. Et du coup, je vois bien le partenaire qui prend la manette, qui te regarde, le ou la partenaire, qui dépose la manette, qui commence à se prendre un café, qui le pose aussi, qui fait vas-y. C'est ça. Et puis je dois souvent poser la question de est-ce que tu es
disponible là, mentalement, émotionnellement, pour que je puisse te parler de mon GN. Et on ressort la boîte de Doliprane, il fait vas-y. C'est à peu près ça. Des fois, il y a des personnes qui veulent bien, mais bon, globalement, il faut être prêt aussi, et ça veut dire que derrière, j'ai plein de choses que je veux partager. Et parfois, quand il n'y a pas ce temps, cette énergie, cette écoute ou cet espace qui est disponible après, il faut que je trouve mes propres manières de gérer, donc être en contact avec les personnes avec qui j'ai partagé le jeu, ou décider de m'en couper pour me dire, ok, d'accord, bon, là, il faut que je passe à autre chose parce que c'est pas le moment, parce que la vie réelle, elle prend de la place aussi, et c'est important d'en prendre soin et de ne pas saouler son entourage si jamais ils s'en foutent de ce que tu as fait ce week-end. Continuez. C'est vrai que d'avoir un groupe de potes avec qui tu sais que tu peux faire des gros débriefs de malades et ils adorent ça. Avec une copine, on avait souvent pendant un temps le côté le lundi matin ou le lundi midi, c'était brunch après GN. Et on se racontait nos trucs parce que du coup, comme on parle le même langage et qu'on a vécu les mêmes expériences, on comprend ce besoin-là en fait. Et c'était vraiment le brunch du on vente, on s'énerve ce qui n'a pas marché, ou au contraire, je balance tout ce qui s'est passé parce que il faut que tu puisses expliquer avec des gens qui comprennent ce que c'est. Il faut que tu le fasses avec des gens qui aient le même langage, qui comprennent la portée des choses, etc. Parce que c'est vrai que quand tu peux, il y a le lundi matin, à la machine à café, il y a des trucs que tu peux pas expliquer. C'est pas possible. Non. J'ai eu des expériences assez nouvelles récemment, c'est-à-dire je suis allée en GN seule en voiture à l'aller et au retour. Et en fait, j'ai vraiment senti ce vide et ce manque de connexion et de communication d'après-jeu avec les gens. Alors que sur la plupart des autres GN, on a toujours covoituré à plusieurs. Et là, c'était vraiment le vide intersidéral. Et tu fais 4 heures de route seule dans ta tête avec toutes les scènes, tout ce qui s'est passé à un moment donné. Je suis en train de conduire en voiture. Je crois que je deviens folle et je commence à parler à voix haute parce qu'il faut que j'expulse ce qui est en train de se passer. Je sais, ça a l'air dingue, mais je l'ai vraiment fait. Et du coup, je rentre à la maison et là, il faut que ça sorte. Et encore, toi, t'as 4 heures. Pense à ceux qui ont pris le bus des craquettes de 14 heures. Là, il y a de ça. Et puis, c'est vrai que c'est aussi le truc que j'aime beaucoup avec les after-parties, c'est qu'il y a ce côté aussi que tu vas pouvoir exprimer des choses. Tu peux aussi, moi c'est là la première fois que j'ai envie des gens dire en fait j'ai passé un très mauvais GN et je viendrai vers vous demain matin, mais en fait j'ai pas envie de rester là et que vous me disiez des trucs cool que vous avez entendus, parce que ça aussi c'est que t'as les gens après un GN qui viennent t'expliquer. Ils te viennent pas te raconter un truc pour partager une expérience, ils viennent te raconter un truc pour te raconter un truc. Et dans ce cas-là tu dis écoute, regarde-toi dans la glace parce que clairement t'as envie d'avoir un monologue. Et tu parlais des retours, c'est vrai que le truc avec le GN international c'est que souvent genre t'as le silence du bus le lendemain, ou t'as une espèce de silence, genre les trucs de gueule de bois, tu sais, la walk of shame de ah ouais, en fait, il s'est passé plein de trucs et c'est compliqué. Et moi, j'ai fait un pétage de câble dans un aéroport à Copenhague il y a quelques années. Je sais pas si vous vous rappelez la peluche d'alpaga rose géante chez moi. Ouais. Oui, voilà. Je suis partie faire un GN qui était très très fort, assez intense dans un pays scandinave. Et en fait, j'avais le Covid, sur le GN, je m'en suis pas encore rendu compte, je l'ai chopé là-bas. Et le jeu était beaucoup d'attentes, ça a été très très dur, émotionnellement ça a été très compliqué, c'était une belle expérience, mais c'est une de ces expériences où genre c'est comme quand tu regardes Midsommar pour la première fois, t'as passé un bon moment mais c'est quand même un peu dur. Et en fait j'étais dans l'aéroport et j'étais dans un coin, j'avais 4 heures d'attente, j'étais en train de paniquer et j'ai vu ce truc là, je suis genre il faut que je trouve quelque chose, un dérivatif, donc j'ai acheté une peluche d'alpaga rose géante et j'étais assise dans un coin en train de le caresser les yeux dans le vide, et il y a une des joueuses qui m'a reconnue à l'aéroport qui fait Cora ça va, j'étais là genre non, parce que du coup, en fait, j'étais seule dans mes pensées pendant des heures depuis le matin. J'avais pris le bus et tout, et j'avais 6 heures d'attente à l'aéroport. Et ce truc que je commençais à ruminer que ça, parce que j'avais vraiment personne avec qui en parler. Et finalement, on a été prendre un smoothie à 24 € parce que c'est dans encore un de ces putains de pays trop chers. Et j'ai gardé cette espèce de lama pour me dire, vraiment, il symbolise la panique totale de seule avec tes pensées, seule avec pas de côté où tu pars en groupe avec tes copains et tu te retrouves avec ta merde et tu dis mais en fait j'ai besoin, avant de rentrer à la maison et que monsieur ait subi ça, il faut que je perce le truc quoi. Et te dire en fait il y a des moments tu peux pas revenir dans le monde réel, tu peux pas reprendre le lendemain matin, alors aujourd'hui on va aller sur Teams, non là je peux pas en fait, là je vais faire une crise d'angoisse dans un coin pendant 5 heures. Moi une technique utile que j'ai commencé à utiliser ces derniers temps quand c'était pas possible, qu'il fallait absolument que je sois fonctionnelle le lendemain, c'est que je me coupe je quitte mon job. Je me coupe du GN que je viens de vivre en essayant de consommer une œuvre ou quelque chose de différent, que ce soit un livre, un podcast, une série ou un film, je suis dans mon émotionnel, donc j'essaye de regarder quelque chose de complètement différent et dans un thème différent si possible, pour vraiment me couper du truc, mais généralement ça veut dire que ça me coupe du truc, c'est efficace. Je suis pas sûre que ce soit forcément toujours souhaitable parce que ça dépend, mais en tout cas ça a pu fonctionner par le passé.
On a vu dans vos propos que ça peut aussi bien vous driver que vous handicaper. Est-ce que vous voulez rajouter des choses là-dessus, sur où là vous êtes bon? Je dirais juste que c'est pas parce que l'émotion est forte qu'elle est forcément négative. C'est aussi le truc, c'est que on vit un hobby quand même assez exceptionnel, assez unique, puisqu'on vit des choses, mine de rien. Et j'en ai parlé dans un podcast sur C'est mon Bli il y a pas longtemps. Je regardais une interview de Toni Collette, qui est une actrice super chouette, qui a fait Héréditary, tout ça, etc. Et elle disait qu'en faisant des rôles super durs, elle s'est réalisée aussi les limites de son propre corps, parce qu'elle dit en fait, le corps, il se souvient. Le corps se souvient des choses, donc c'est la même raison pour laquelle quand tu regardes un film d'horreur, oui, t'es pas dedans, il n'y a pas un vrai fantôme, mais par rapport à ce que tu vis, tu vas agir. Et en fait, tout en étant genre, vous prenez pas trop au sérieux, mais de même que tu as eu l'adrénaline d'une bataille où il pleut et que tu as l'impression d'être dans le gouffre de Helm, ou que ce soit une scène merveilleuse de romance des années 40 et tout, c'est qu'en fait, c'est pas... Alors oui, des fois je dis l'associatif, c'est la même chose que si tu avais une asso de bilboquet, n'empêche que le bilboquet te ramène rarement ce genre d'émotion. Et en fait, c'est ce truc très bizarre on va vivre des trucs de fou, on est transporté dans un autre monde et on est ramené dans la réalité. C'est un peu le côté Outlander, c'est qu'en fait, t'as vécu un truc de dingue, puis après, tu reprends ton boulot le lundi, tu dois faire... Comme si rien n'était. Ouais, comme si de rien n'était. Et je pense qu'il faut être super indulgent envers nous-mêmes aussi par rapport à ça, parce que le monde continue de tourner, sauf que toi, t'es encore sur un truc et tu dois rattraper tout le reste, en fait. Et ça marche pas comme ça. Et en fait, des fois, on se dit, non, mais en fait, il faut que je me calme, genre, c'est juste un gène. Ouais, mais n'empêche que t'as eu plus d'émotions avec des inconnus pendant 48 heures qu'avec tes collègues de boulot avec qui tu passes 8 heures par jour depuis 6 ans, quoi. Ça, c'est un truc aussi que on n'arrive pas à se comprendre, c'est on veut ça, en fait. En fait, on se prépare pour ça, pour vivre ça, et une fois qu'on a vu ça, on est là en mode... Et là, on est allé trop loin. Mais c'était le toi du passé, oui. J'ai fait tout pour que ça soit ça. Donc après, démerde-toi, toi du futur, à essayer de rattraper le post-gène, mais... C'est un peu drôle cette dichotomie où tu te retrouves entre un qui fait tout en amont pour que ça soit une expérience incroyable et celui d'après qui te fait bah non en fait il faut pas là c'est le truc quand t'as des gens dans ton entourage, que ce soit famille, partenaire, etc., mais qui partagent pas ça parce que ça les inquiète, parce qu'ils te voient vivre des trucs forts et en fait eux forcément par amour pour toi ils vont s'en inquiéter. Alors qu'en fait, il faut juste leur faire comprendre, en fait, là, je vais pas bien et c'est pas grave. C'est normal. Ou alors, je suis encore en émotion, mais c'est pas grave. C'est la descente de l'adrénaline, c'est la période de deuil de tous les trucs que j'ai prévus, parce que mine de rien, on parlait d'anxiété, de logistique, par exemple, mais on peut dire, en fait, ça fait 6 mois dans ma tête qu'il y a mon cerveau est un puzzle, et il y a 12 cases, c'était costume Candoria. Ben, en fait, là, il y a costume Candoria qui vient de partir. Le vide. Et déjà, mon cerveau, c'est toujours un peu le vide. Mais surtout, il y a ce truc où, genre, en fait, je fais le deuil d'un truc qui m'a bouffé la gueule en charge mentale depuis un bout de temps. Et ça aussi, c'est un truc, on se dit, ok, en fait, tu vas devoir rééquilibrer tout ton agenda par rapport à ça. Et ça, c'est une vraie réalité. Et il faut accepter aux gens de dire, c'est pas parce que tu as une émotion qu'elle est forte, qu'elle est négative, il faut juste accepter qu'elle va être là, elle va se calmer, en fait. Et l'anxiété, c'est la même chose. C'est pas forcément négatif, tant que ça te consume pas au point de te mettre dans le mal-être. Okay. Là-dessus, ça me fait penser à quelque chose que j'ai conscientisé cette année pour la première fois, où fin août, tu te dis « Oh, ça y est, j'ai enfin fini mes GN ». Et à la fois, j'étais très content, et à la fois, tu te dis « Je vais pouvoir souffler un peu ». Mec, 1er septembre, t'ouvres Excel pour la suite. Oui, mais c'est pas la question, c'est juste que là, c'est tout ce que je devais tanker est tanké. Ça s'est bien passé, plus ou moins, machin, mais je vais pouvoir souffler. Et oui, et du coup, t'as envie de te projeter sur la suite, mais tu dis « Là, j'ai du temps ». Je suis dans une période de grâce. Du coup, c'est serein. Et ouais, du coup, tu avances côté, tiens, c'est la rentrée, c'est plus peinard. Tu dis, c'est bon, j'ai plus de gros stress de, tiens, est-ce qu'il faut que j'aille à tel magasin pour acheter tel truc parce que je dois faire ça à tout prix avant de partir. Et il y a un côté de, et en même temps, on y retourne et on a envie d'y retourner. C'est la même chose que préparer des vacances. Alors que ça reste une grosse charge, mais ça vaut le coup, quoi. Je pense qu'il y a une recherche, enfin une forme, c'est bizarre de dire ça peut-être, mais il y a une forme d'authenticité dans ce partage que tu... et c'est dans cette expérience que tu vis avec les autres dans cette bulle, parce que du coup, il y a ton cerveau, il ne reconnaît pas la différence entre un vrai stress ou un faux stress. Ton corps le vit, physiologiquement, il y a un impact sur toi. Et du coup, quand tu sors de cette bulle pendant quelques jours après, et ce que tu as vécu, c'est comme si c'était réel. Voilà. Je terminerai, moi, de mon point de vue là-dessus, sinon je me connais, je vais relancer 200 fois. Quand on parlait du fait que ça va être jugé de façon péjorativement parce que les gens trouvent que c'est du divertissement et ça devrait pas te mettre dans cet état-là, on fait pas chier les gens parce qu'ils sont soulagés ou pas bien après leur mariage, quoi.
quand t'as passé tout ce temps à organiser un mariage pour une journée en plus, et c'était que pour ta gueule et t'as fait tout ça. Ou un événement sportif, une préparation à un marathon. On viendrait pas culpabiliser les gens pour même l'organisation des vacances. Bien sûr. C'est toi qui t'es fait chier à faire tout le truc avec le gîte, avec toute la famille, etc. Et tu reviens et t'es épuisé, heureux, mécontent de ceci qui n'a pas marché, et on se permettrait pas de faire ce même type de jugement. Mais parce que c'est du ludique et parce que c'est en plus, comme tu disais tout à l'heure, Carba, associé au truc souvent à l'imaginaire. Parce que quand tu parles d'un gène années 40, les gens trouvent ça beaucoup plus cool, alors qu'en fait un gène c'est un gène, que tu parles des elfes ou des nazis ou les elfes nazis pour certains gènes, n'est-ce pas, Warhammer, pardon. Mais voilà, genre, ça ne deviendrait pas l'idée de juger les gens par rapport à ça, alors qu'en fait c'est la même source de stress et c'est la même source d'anxiété. Mais il y en a un où ça fait mieux. Ouais. Et sur ce, j'arrête et je mange des M&M's. Très bien. On utilise le terme d'anxiété qui n'est pas anodin dans le domaine de la santé mentale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en parler à un professionnel ? De quoi exactement ? En fait, qu'on fasse du gène ou non, de cette anxiété ? De cette anxiété en fait. Vous vous êtes dit à un moment, je vais pas bien, est-ce que je devrais pas aller voir quelqu'un, un psy ou un personnel de la santé, et vous avez parlé de tout ça, quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas du tout ? Franchement, non, mais parce que ça me porte du plaisir aussi, et aussi parce que pendant longtemps, même si c'est un peu plus facile maintenant, parler de GN aux gens qui n'en font pas, moi, a pu susciter des réactions diverses et variées, et pas forcément toujours positives. Des personnes qui s'inquiétaient du fait que, mais si tu joues ce personnage, mais du coup, comment tu fais pour vraiment reconnaître le vrai du faux, la réalité ? Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences par la suite qui sont difficiles pour toi ? Et en fait, du coup, parler à un professionnel de ça qui, à mon sens, ne comprendrait pas ou qui pourrait éventuellement partir dans ces points de vue, ça m'a pas donné envie d'en parler. Mais aussi, j'y ai pas pensé parce que comme c'était quelque chose qui était une passion, je me suis tout bêtement dit que peut-être que ça venait avec, en fait. Ça fait partie du même territoire. Ça vient avec le territoire, j'aime bien ça. Là-dessus, je suis pas allé voir des professionnels à cause du GN, mais par contre, oui, je parle du GN quand j'ai pu aller voir des psychologues ou psychiatres, parce que à un moment, c'est une composante, ça formate plein de choses dans ma vie, dans des choix de vie, dans des choses comme ça. Donc je trouve que c'est important. Et pour un psychologue, je vous conseille de... en fait, je me suis fait conseiller un psychologue parce que le psychologue était rôliste. Et du coup, ça simplifie tellement les choses. Et il se trouve qu'en plus, par hasard, ce que je ne savais pas au début, j'ai joué un des seuls gènes que ce mec-là a fait il y a plus de 15 ans. Et il se souvenait de... Parce qu'on avait des amis en commun, mais voilà, du coup, c'était drôle de retrouver des trucs comme ça. Mais il y a aussi des gens qui sont ouverts là-dessus, et ça aide vachement. Et sur le truc de base aussi, c'est... pour moi, là, je trouve que c'est important d'en parler parce que ça formate plein de choses. Ça explique aussi... Il y a plein d'expériences qui ne sont pas des choses que j'ai vécues dans mon quotidien, mais que j'ai vécues en GN, mais qui m'ont fait réfléchir aussi, quoi. C'est très nourrissant de situations que tu ne trouves pas là, parce que normalement, quand tu es en France en 2025, tu te retrouves pas chef d'une horde d'orques, tu te retrouves pas à torturer et avoir 50 personnes en prisonnier dans des caves. Enfin, c'est... Ton cerveau, il n'est pas préparé à voir certaines choses. C'est pas normal dans ton fil de vie, donc forcément, tu vas pas réagir comme si tu avais été préparé par rapport à ça. Moi, je pense que comme Carba, je suis pas allée voir un psy pour ça. Mais par contre, quand j'étais avec ma psy, il y a des moments où j'ai abordé le GN, justement quand je parlais de mon anxiété qui est générale, comme je le disais dans l'édito, c'est pas lié qu'au GN. Et où du coup, je parlais de mon syndrome de l'imposteur un peu permanent, et du coup, là, j'ai abordé le GN, mais on n'a pas fait... Enfin, c'était pas le sujet principal, quoi. Parce que moi, dans ma vision, chez les personnels de la santé, il y a des spécialistes, on va dire, en psychologie qui ont peut-être cette ouverture, pas tous, mais bon, c'est comme tout, hein, des fois, tu tires un numéro, qui ont cette sensibilité, qui sont capables de quand même de prendre ce que vous prenez comme information et des choses comme ça, et essayer de l'analyser, qui pourrait mettre le doigt dessus. Comme, moi, l'expérience la plus flagrante, ça a été sur un camp d'Oria, où on discute avec les pompiers, les secouristes, entre guillemets, qui nous ont regardés, ils ont fait, nous, ça se passe très bien, et puis ils ont dit, on a juste une problématique. Ils nous montrent le doigt à une personne. Il y avait une personne sous une
recouverte d'une couverture de survie, assis, mais avec une couverture de survie. Vraiment, le truc en disant comme s'il se cachait mal, tu vois. Ouais. Il est arrivé au début d'après-midi. Il a dit que sa quête était finie. Et depuis, plus rien. Il est assis là. Et on ne sait pas quoi faire. On sait gérer les entorses, on sait gérer les blessures, les fractures, tout ça. Mais alors là, on ne sait pas quoi faire. Et là, on l'a regardé, on a fait ça, il faut aller voir un safer. C'est ça. Là, on l'a dit, là, il faut discuter avec des gens. J'ai dit, là, malheureusement, vous n'avez pas la méta. C'est ça. Vous savez pas trop. Là, il faut aller voir les safers ou des gens qui seront un peu plus préparés à ce genre d'événements, quoi. On en avait parlé pour l'épisode de la sécurité émotionnelle, mais en fait, souvent les gens ils disent oui, laissez ça au thérapeute. Alors oui, mais il faut connaître aussi les tenants et aboutissants des enjeux, pourquoi quelqu'un va pas bien. Bah, voilà, le côté, il est au bout de ses quêtes et puis il a mis tout le pognon là-dedans. Bah, en fait, oui, la Croix-Rouge pourra pas t'aider là-dessus. Nous, j'ai eu un problème avec la Croix-Rouge au LH il y a quelques temps, où vraiment, en plus, on a été pris de haut par les gens de la Croix-Rouge qui nous prenaient pour des bénés débiles. Et en fait, cette personne est médecin. D'accord, elle est déguisée en princesse indienne, mais en fait, elle a son doctorat et je t'emmerde, en fait. Ouais. Donc ça, c'est autre chose. Costumé. Oui, ça va. Je m'en fous. On est fatigué, on a mangé du sucre et il n'y a pas assez d'eau. Non, mais voilà, c'est le côté, genre, on sait que ça va être dénigré. Après, moi, j'ai pris l'habitude d'expliquer ça aussi quand j'ai eu des psys, parce que je dis, putain, je paye 60 balles de l'heure, je dis ce que je veux. Tu vas écouter mon petit coco. Non, mais voilà, je vais pas commencer à cacher des parties de moi-même. Si autant faire le truc total, si t'as pas toutes les infos, ça marchera pas. Clairement. Et quand justement on a commencé à aborder certains sujets, notamment les syndromes de l'imposteur, les trucs comme ça, je me dis en fait, faut le parler à mon sens. Genre, j'ai pas envie de me dire, je fais une démarche et je vais. Enfin, le gars est pas censé me juger, quoi. Sinon, qu'est-ce que je fous là, en fait? Bah ouais. Et lui, il peut pas. C'est comme n'importe quel truc. S'il a pas toutes les cartes sur table, s'il a pas tous les trucs, ça servira à rien si je donne que des demi-vérités. Et c'est beaucoup trop cher pour mentir à quelqu'un. Dans ce cas-là, j'appelle ma mère, c'est gratuit et je peux le faire pour beaucoup moins cher. Si je peux être jugée par quelqu'un qui n'a pas toutes les infos, j'appelle ma mère. Voilà. Plus elle de est en trauma, speed dial. moins d'argent. Déjà, voilà, j'ai pas. Voilà, nobody got time for that. Et par contre, on a vraiment. À chaque fois, j'ai expliqué que c'était un contexte important aussi en termes de stress, de management de temps, d'investissement associatif de ceci, et du jugement, des attentes aussi, les attentes que j'ai envers moi-même et les autres. Et justement, de discuter, genre, quand un truc va pas bien, de remonter à la source du problème. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Léonard, je dis d'avoir une approche. Moi, j'avais eu un psy qui était très cool là-dessus, qui a arrêté malheureusement parce qu'il a décidé qu'il voulait devenir ébéniste. Une idée de con, ça encore, et j'espère qu'il m'écoute. Mais en fait, moi ayant été archéologue, il me disait, en fait, quand il y a un truc comme ça qui te fait péter des câbles, en lien aussi avec la Week of Stories, en fait, c'est comme un dossier archéologique. C'est qu'en fait, tu vas recevoir des informations d'un peu tout. Quand tu fais un dossier en archéo, tu reçois les trucs de pollen, les machins de carottage, les experts de ceci. Et en fait, tu fais un rapport avec toutes les infos que tu as. Donc, il dit, s'il y a un truc qui te fait péter un câble sur un gène où tu as passé une très mauvaise expérience et tu n'arrives pas à mettre le nez dessus, prends les différentes preuves. C'est la même chose que le truc du polar où il y a des images partout avec des fils rouges. C'est tu vas essayer de remonter à la nature de pourquoi ça te fait péter des câbles. Pourquoi est-ce que ça t'est anxieuse, en fait ? En fait, pourquoi est-ce que je suis anxieuse avec mon costume ? Parce qu'en fait, mes premières expériences de GN, j'ai eu des dénis de romance terribles. Donc maintenant, je me dis, il faut que je sois séduisante, il faut que je sois crédible dans mes costumes, sinon, on va me dénier la gueule. Non, le problème, c'est qu'en fait, t'es en GN, si on dit que t'es amoureux. Parce qu'il y a quelqu'un qui compte là-dessus. Et en fait, c'est genre vraiment essayer de prendre la source du truc et de le retourner différemment pour essayer de parer à ça. Il dit parce que tu pourras mettre autant de pognon que tu veux dans tes costumes, si tu as l'impression que tu dois ça à quelqu'un pour avoir un minimum de respect, c'est pas la bonne méthode. Et au début aussi, il y a ce truc, genre, je pense qu'on est tous les mêmes, au boulot, on va à des mariages, on pose des jours pour aller à des mariages, mais tout le monde se marie, genre j'ai beaucoup de cousins, j'ai dû perdre à peu près 12 grands-mères, j'ai des funérailles de ma grand-mère, voilà, parce qu'on n'ose pas dire non, je vais faire du jeu de rôle. Et moi, personnellement, j'ai vraiment changé mon langage là-dessus. C'est qu'en fait, je me dis, si moi-même, j'ai honte de présenter le truc de façon péjorative, ça va être pris en tant que tel. Donc maintenant, j'ai dit ouvertement, de toute façon, moi, j'ai pas eu le choix. Ils sont tombés sur l'algorithme. Au boulot, j'ai pas trouvé le truc. Voilà. Ils m'ont vu déguisé en faune, donc ça fait le tour de la boîte. Mais de dire, ouais, en fait, non, même à des professionnels de santé, en fait, je vais en parler. Ouais, moi, c'est quelque chose. Mes collègues de boulot savent que je pratique le GN. Ils savent même pourquoi. Voilà. Et ça a toujours été quelque chose où je me suis assez affirmé dans le temps pour dire que très rapidement, ils ont su que je pratiquais ce hobby très rapidement. Au début, je lançais ça sous couvert de reconstite médiévale que je fais de temps en temps un peu, mais c'est souvent le GN. Et à un moment, je fais oui. Et même
j'ai jamais eu vraiment de critiques trop, et même s'il y avait des moqueries, je me disais que quand même je possède une arbalète, quoi. Et s'il y a bien quelque chose où tout le monde est assez lucide, c'est qu'on se moque pas d'un gars qui a une arbalète. Mais tu vois, c'est comme dire en fait non, je fais des trucs mécaniques de gestion de spectre lumineux. Non mec, tu fais du tuning avec des LED et c'est normal, genre. Je t'ai vu samedi soir sur Noroto. C'est ça, genre à un moment donné, il faut qu'on accepte le fait que c'est comme ça, on ne faut pas lui donner une vocation, genre oui, j'ai eu pareil que toi, genre je fais de l'archéologie expérimentale. Non meuf, ta crénoline victorienne n'a rien tu as fait un gène victorien, ferme ta gueule. Parce qu'on a presque honte et tu dis si je tourne les choses, ça... non en fait, faut être honnête, quoi. Il y a que le truc où je dis je fais de l'orque le week-end, comme ça, un orque. Et là il dit soit l'animal, soit le truc vert. En costume de sauver Willy sur un gène, le mec qui a pas compris le thème. Les gens, youpi. Allez, on va finir ce chapitre sur Willy grâce à lui, et on va passer sur comment vous traitez votre anxiété. Donc, qu'est-ce que vous faites pour gérer cette anxiété? YOLO. Non, moi je pense que je l'ai déjà tout dit, c'est qu'en fait, je me dis que si j'ai déjà tout préparé en amont, une fois sur place, je peux rien faire de plus. Donc en fait, juste, je communique, je prends mes responsabilités, j'exprime ce dont j'ai besoin. D'accord. Si j'ai pas exprimé, c'est bien fait pour ma gueule à un moment donné. Et puis je communique sur mes besoins. Si en face ça répond pas, je peux rien y faire. On est sur place, on va avec ce qu'on a. Mais je me dis maintenant, je fais la moitié du chemin. Et du coup, je me dédouane de plein de trucs. Ok. Je fais des choses assez similaires. Je dirais qu'en plus de ça, et probablement que tu le fais aussi parce que tu parles de communiquer sur tes besoins, c'est que je demande activement de l'aide pour me lifter quand j'estime qu'il y a des choses qui vont être difficiles ou sur lesquelles je me mets déjà beaucoup de pression en prévenant. Et aussi, après le GN, j'essaye de me remémorer les moments agréables et de me répéter à quel point ça m'a fait plaisir, pourquoi ça m'a fait du bien, pourquoi je me suis amusée, pour essayer de contrecarrer les petites voix, vilaines petites voix qui vont venir dire à quel point c'était pas suffisamment bien. Donc j'essaye de m'auto-hacker le cerveau pour lui dire non, tu as tort. Ok. Moi, j'essaye d'être assez conscient aussi sur mon niveau d'énergie disponible pour me dire ce truc-là a l'air très sympa. Est-ce que c'est juste ça me hype, mais en fait il y a tellement de boulot, je vais pas forcément y arriver et du coup ça va être juste horrible, et où je vais annuler, où je vais me foutre une pression et ce sera pas agréable. Quand même ce serait fonctionnel. Ou alors il y a aussi le côté de tiens quoi, il y a des potes qui me proposent de faire ça, c'est un rôle pantoufle, je le connais, j'ai le matos. Ok, c'est quoi, faut aller à tel endroit avec des copains pour taper des gens? Ok, c'est simple. Hein Léonard? Oui. Moi, il y a plusieurs choses. L'une des choses, c'est effectivement que comme disait Isobel, je hack mon cerveau dans le sens où si j'ai trop de pensées de pourquoi est-ce que je vais pas y arriver, j'essaye de me rappeler toutes les raisons qui font qu'il faut que j'y aille quand même. Et après coup, pareil, j'essaye de pas me concentrer sur les trucs que j'ai pas fait et plutôt d'essayer de penser. À chaque fois que je commence à penser à ce que j'ai pas bien fait, je me force à penser à ce que j'ai vécu de cool, pour me détourner mon attention, en fait, parce que je sais que mon anxiété, elle passe beaucoup par la rumination et le fait que je reste concentrée sur ces idées-là. Donc j'essaye dès que je sens l'idée venir, de pas m'attarder dessus, de me changer les idées. C'est con, mais ça fonctionne. Après, ça passe quand même aussi, c'est l'inverse de ce que je veux dire, par beaucoup d'introspection sur le sujet. C'est-à-dire, ok, il y a un truc qui m'angoisse, qu'est-ce que ça veut dire en vrai derrière? C'est-à-dire que c'est rarement... Enfin, il y a forcément toujours une peur que je peux définir plus précisément. De quoi j'ai peur exactement? Qu'est-ce que j'attends de ma propre performance? Et en quoi est-ce que je pourrais ne pas être capable de la tenir? Et j'essaye de petit à petit résoudre chacun de ces petits éléments-là. Et le dernier truc, c'est que je communique beaucoup. Et souvent, en fait, de plus en plus, si je sens que cette anxiété, elle prend trop de place, j'essaye de voir si je peux en parler à l'orga, parce qu'en général, une fois que j'en parle à l'orga, ça va. Parce que jusqu'à présent, j'ai jamais eu d'orga qui m'a dit ah oui, bon, si c'est ça, tu viens pas. À chaque fois, ils sont en mode ah non, mais en fait, te stresse pas, il n'y a pas de problème, le jeu, il va tourner dans tous les cas. Et en fait, du coup, ça me déstresse et du coup, j'arrive à mieux jouer derrière. Et je dirais que c'est ces trucs-là que je fais. Okay. Et merci d'en avoir parlé. Est-ce que les orgas et vos co-joueurs peuvent vous aider? Est-ce que vous voyez des... Allez-y.
Du coup, je vais continuer. Les orgas, ils peuvent aider, que ce soit dans la note d'intention ou dans le brief, en ne mettant pas trop la pression et en donnant des indications de jeu. C'est con, mais moi, ça m'aide beaucoup. Moi, j'ai souvenir d'un gène où j'étais photographe et où Cora, t'étais orga et où t'avais dit un truc dans le brief où je me suis dit « Ah la vache, mais en fait, c'est trop intelligent. » Je me rappelle plus du coup. Ouais. Non, mais c'était un gène où les personnages étaient les contes chromatiques. Oui, donc, oui. les personnages étaient tous des personnages de contes. Et donc, il y avait un côté en fait, ils sont pas là pour prendre les décisions intelligentes, ils sont là pour prendre les décisions qui servent la narration. C'était un truc comme ça. Enfin, je sais plus comment tu l'as dit. C'était sur la suspension d'incrédulité en fait, on vous encourage à prendre des décisions débiles parce que on sait que c'est pas logique. On parlait tout à l'heure du truc genre en 5 minutes ça se réglerait. Et là j'avais genre si un mec son histoire c'est qu'il a 5000 balles de dette et que ton perso a 500 000 balles, tu viens pas lui proposer de l'argent. Tu pourrais régler le problème en 3 minutes, mais surtout pas. Fais traîner tout le bordel, sinon tu vas niquer le jeu de quelqu'un. Et en fait, ce genre d'indication-là, ça m'aide vachement parce qu'en fait, je pense que je me mets des trucs impossibles de bah oui, mais mon personnage, il est pas censé être comme ça. Oui, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant pour le jeu. Et en fait, de se rappeler, de remettre la priorité sur ce qui est important. Et puis, c'est aussi juste être à l'écoute de, tu vois, quand j'appelle un orga et que je lui dis je suis en panique, je vais pas y arriver, typiquement pour le Nous n'irons plus danser où j'appelais Barbara et où elle m'a dit non, mais il n'y a pas de problème, le jeu il va tourner quoi que tu fasses. Et moi, je suis en mode ça va, c'est cool, tu vois. Et ça m'a fait du bien de pouvoir en parler. Et donc, voilà, je pense qu'il y a la façon dont on communique en amont, rappeler que voilà, on n'a pas d'attente excessive, donner des indications de jeu et être à l'écoute des joueurs qui ont peur et juste être rassurant, quoi. Voilà, que les orgas peuvent faire. Et les co-joueurs, en fait, c'est un peu pareil, mais c'est sur la communication, quoi. C'est offrir la porte à la communication si la personne ne le fait pas spontanément. Et puis, voilà, essayer d'être dans le play to lift, quoi. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on s'amuse tous ensemble. Et c'est pas, si on voit un joueur qui a plus de mal, ça peut être juste d'aller d'aller essayer de le soutenir, lui faire des passes, quoi. En gros, je dirais ça. Je pense, je vais pas répéter ce que tu as dit parce que globalement je suis plutôt d'accord. Je vais rajouter à ça peut-être que en tant qu'orga ou co-joueuse, c'est bien de rappeler aux personnes avec qui tu vas jouer et interagir de prendre soin d'elles, de ne pas hésiter à s'hydrater, à se reposer, à bien manger parce qu'en fait ça va vraiment impacter au niveau de ton mood pendant le jeu. Donc en dehors de tout ce qui est communication, c'est aussi bien-être physique parce que ça joue beaucoup dans notre gestion des émotions par la suite. Donc sur l'impact des autres, dans les expériences que j'ai récemment, avec entre autres un certain nombre de personnes d'ici de cette table, sauf toi parce qu'on n'a pas encore joué ensemble. C'est à moi qui parlais, je précise. Le fait justement d'être dans un groupe où on gère tous intelligemment, on s'investit tous en avance sur gérer l'intendance, gérer le machin, gérer les orientations de jeu, ça fait que même en arrivant claqué, c'était sur LH pour d'autres raisons, en fait j'ai pu passer un bon GN parce que je savais où on allait, on a pu prendre de temps pour discuter un moment, on a eu un gros moment de mou qu'on a utilisé pour faire la sieste et ensuite calibrer une scène de fin qui était cool pour nous. En fait c'était vraiment cool ça d'avoir ce côté où tu sais que tes camarades sont dans le même trip que toi. Et une autre expérience que j'ai comme ça, qui fait partie de mes meilleurs souvenirs de GN, c'était paradoxalement juste sur un BCB, avec une équipe que j'avais montée avec des amis et des amis d'amis que je ne connaissais pas, des amis qui ne se connaissaient pas forcément entre eux. Et la mayonnaise a ultra bien pris. On avait fait une escouade qui était au taquet, tout le monde qui était ultra volontaire. Et en fait, c'était un super bon souvenir parce que tout le monde poussait dans le même sens. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, c'est quand tu arrives à faire groupe aussi, tout devient plus léger. Parce que tu peux te reposer sur les autres, parce que la communication est fluide aussi. Donc il y a vraiment ce côté de confiance et de direction commune qui soulage énormément pour la partie, que ce soit en amont ou sur place d'ailleurs. Je pense que pour ce qui est des orgas, il faut pas avoir peur d'assumer ce que tu veux proposer jusqu'au bout, en fait. Je pense que, toujours en rapport avec le fait de pas oser se prendre au sérieux, c'est que souvent les gens, ils osent pas dire moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, mais qu'est-ce qu'on va penser de nous ? En fait, non, les gens, ils viennent dîner à la maison, ils ont pas jugé la gueule des assiettes, en fait. C'est toi qui as organisé le repas.
t'étais pas obligé de venir bouffer, il y a un McDo à côté. Et ce que j'aime de plus en plus, c'est les jeux où les orgas sont au courant qu'il y a une hype, mais ils vont aussi faire les shérifs dessus. Déjà, pour calmer le fun des gens. Nous, on avait fait ça sur SQFS, on a dit le premier que je vois pourrir le Discord avec ses 14 costumes, je les défonce. T'as le droit d'être content, mais il y a des gens, ils n'ont pas le temps de faire 14 costumes. Ouais. Donc en fait, si tu veux poster, tu veux en discuter avec tes potes ou avec ton groupe, ok, mais je veux pas que ce soit j'en suis à ma 14e botte victorienne cousue avec mes dents, oulala, trop bien. Et t'en as un, il est en mode genre, je sais pas où mettre mon boule, ça c'est une autre question. Que quand t'as des attentes spécifiques aux gens qui ne sont pas dans ta tête et que t'es super vague, j'aime pas utiliser les termes devoir et responsabilité envers des orgas parce que c'est tellement compliqué déjà, et rappelons-le encore, personne n'est obligé d'organiser et c'est un cadeau qu'on nous fait. Ouais. Mais j'aime pas les gens qui n'assument pas les trucs qu'ils veulent sans s'en donner les moyens. Parce qu'en fait, tu as le droit d'exiger certaines choses en étant clair là-dessus. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle j'adore les jeux internationaux, c'est que il y a une espèce de... Dans les jeux internationaux, c'est ce côté où genre, ouais, tu payes cher, mais en fait, tu fais plein d'économies parce que déjà, tu le payes très longtemps à l'avance et tu as des économies que tu fais parce que plein de trucs de logistique sont pris en main. Tu vas avoir le bus qui vient te chercher à l'aéroport, la bouffe est prise en compte, le ceci est truc en compte. Et des fois, tu as ce sens de timing où aussi on va avoir une demi-journée en plus. Où genre, en fait, si vous n'avez pas lu les trucs, c'est pas grave parce qu'on a un temps dédié dessus. Et on va faire en sorte que tout le monde est raccord. Okay. Parce qu'il vaut mieux prendre 3 heures pour vous faire un PowerPoint en mode croisière pour vous dire, vous oubliez pas que le thème du jeu, c'est ça. On attend ça de vous. Ça, c'est pas le sujet. Et tu te dis, en fait, peu importe comment tu as compris ton BG. Peu importe si si t'avais pas compris. On est tous d'accord sur le but de cette expérience, on la vit comme ça. Et il y a des orgas qui ont mis des pognons de monstres dans des costumes, des trucs, des locations de sites, mais qui n'ont pas osé exiger ça ou se dire, en fait, on va pas faire ça parce qu'on va passer pour les pires connards, mais en fait, va au bout de ton intention. On ne devrait pas culpabiliser, on ne devrait pas juger les gens parce que justement, ils ont voulu donner de ces moyens parce que nous ne sommes pas dans votre tête. Surtout, ce qui est horrible, c'est quand après, il te dit, c'était du bon sens. Tu vois. Mais non, je suis pas dans ta tête, mon gars, j'ai autre chose à foutre, je suis déjà pas dans la mienne. Et c'est vrai que souvent, il y a ce côté, genre, ouais, pas te prendre au sérieux, mais se prendre au sérieux. En fait, il n'y a pas de mal à être pareil parce que c'est ton game design, c'est ton histoire. Tu peux raconter une histoire d'inquisition de 250 fois différente. Tu peux raconter le procès de Salem de 200 angles différents, en fait. Et t'as beau faire une note d'intention, la note d'intention, on l'a lue il y a 6 mois. Nos BG, on les a peut-être reçus il y a 2 mois et c'est peut-être pas clair du tout pour tout le monde. Donc, d'aller au bout de son intention, déjà, c'est pour rappeler aux gens, en vrai, vous cassez pas les couilles pour ça, c'est pas important, faut pas se prendre la tête. Nous, on a eu des jeux historiques où les gens disaient, mais j'ai pas le temps de lire tout ça. En fait, on s'en fout parce que vraiment, c'est totalement secondaire. Et de créer aussi, du coup, des mécanismes pour ça. Nous, j'avais aidé à organiser un gène qui se passe dans un procès en 44. Pour le coup, ça se passe en Belgique et dans les années 40. Et on a la chance, c'est que le gars qui joue le greffier est un véritable procureur du roi en Belgique. Et lui, il fait le greffier avec sa machine à écrire, il fait péter des câbles à tout le monde, le clac, clac, clac. Et en fait, lui, il est là pour dire quand les gens, ils pètent des couilles et qu'ils partent sur des trucs... Genre, ils vont rentrer dans des points de détail, parce qu'on a tous la réunionnite aiguë dans des GN. Ouais. Et lui, il va dire, je vous rappelle, messieurs, dames, que ce n'est pas le sujet. Et ça, donc lui, il est la voix hors jeu pour dire, en fait, là, vous n'allez pas vous pourrir les uns les autres parce qu'il y en a qui connaissent moins le système et tout, et donc il y en a un qui vont s'en servir pour contrôler les autres avec leurs connaissances. Il va être là pour dire, en fait, les gars, on s'en bat les couilles, vous êtes en train de vous énerver pour pas grand-chose. Ouais. Quand on a fait notre première session de Psychoafa Fascinante, ça a été le problème, c'est que moi, je voulais justement un personnage d'intendant joué par un orga pour appeler... Genre, le running gag de ce GN, c'est qu'il y en a qui sont tellement partis dans des détails alors que c'est pas le sujet, c'est qu'ils ont commencé à discuter quel est le prix d'un pan albinos, quoi. Parce qu'il y en a qui peuvent pas s'empêcher d'être dans la culture du... Et c'était ridicule. Et quand on a fait la session 2, c'était non, il y a un perso qui est là, c'est le maître de cérémonie, c'est joué par un orga. Et quand les gens commencent à se prendre la tête, mais vraiment sur des points de détail où il y en a qui roulent sur les autres, il y a le mec qui est là pour dire en fait, c'est pas le sujet, messieurs, dames, on va passer à autre chose. Parce que là, en fait, vous êtes en train de vous prendre la tête et il y en a qui sentent qu'ils n'arrivent pas à s'imposer en jeu et qui sentent mal. On va ramener les trucs aux fondamentaux, c'est pas ça le thème du gène. Et ça, c'est un truc qu'avant, j'aurais pas osé faire parce qu'on se dit bah non, c'est un jeu et tout. Non, en fait, il y a un thème. Tu peux prendre la Rome antique et tu peux le faire en mode combat tout simple ou en mode ultra complot ou en mode ultra uniquement relationnel. Sois fier de ton game design et donne les outils pour que ça se passe bien. Parce qu'à un moment donné, si les gens ils ont pas compris les trucs et que tu as tout mis sur la table, c'est aussi tu te dédouanes en fait. Mais au moins, tu sais, toi qui t'assures de la vision entière, donne-toi les moyens pour ça parce que tu t'es pas cassé le cul pendant 6 mois à poser tes congés, à pas parler à tes partenaires ou à pas voir ton chien pendant je sais pas combien de temps. Va jusqu'au bout des choses, tu as le droit aussi d'exiger une certaine vision. C'est comme un scénographe en fait. T'as le droit de faire ça. Et pareil pour les jeux, c'est que pour les copartenaires, c'est que on doit aussi accepter, et ils doivent aussi accepter qu'en fait, ils n'ont pas la même chronologie que nous. Des fois, tu as 6 mois pour préparer un gène et la personne, elle aura juste 2 mois avant parce qu'elle va vivre, elle est en train de déménager, elle est en train de construire sa maison. Et en fait, il faut juste
exprimer ses besoins. Moi, j'ai eu des cas où je dis, tu veux qu'on en parle? Il fait, alors là, je suis en plein divorce. On en reparle dans 5 mois. Ok. Mais du coup, c'est juste, je fais le premier pas, tu me rejoins à la moitié. Ne me dis pas, oui, on en parle. Et en fait, t'en as rien à foutre et t'as complètement oublié. C'est juste, soyons honnêtes sur nos besoins. Ok, et ben on verra ça 3 semaines avant le GN. On se revoit dans 5 mois. Mais c'est juste un truc, jure, exprime tes besoins, parce que ça rend, même dit genre, j'y arrive pas, j'y vais, je pense que je vais pas passer un bon jeu, juste exprime tes trucs. En fait, tu peux rien perdre avec ça. Prendre un M&M's. Tu peux prendre un M&M's. Tu as mérité ton M&M's. Oui. Et nous arrivons sur la dernière question. Est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui se reconnaîtront dans cet épisode ? Je pense qu'il y a déjà un mot qu'on peut utiliser sans problème, qui est la communication. Mais j'ai l'impression que c'est souvent le mot qu'on va utiliser à tous les problèmes que nous avons. C'est pas les hommes de 40 ans. Ah, ils étaient encore là. Il y avait encore 2 ou 3 qui sont encore connectés. Non. Est-ce que vous voyez d'autres choses à cette communication ? Moi, je dirais aussi affronte-le. Genre, ça sert à... Enfin, je pense que j'ai aussi mis longtemps à affronter le fait que ça m'angoisse en me disant bah non, c'est un jeu, je devrais pas. C'était pas conscient comme ça, mais voilà. Juste, c'est ok, on est plein à vivre ça et on pourra pas travailler dessus tant qu'on l'affronte pas. Donc, si vous êtes du genre anxieux, c'est ok, quoi. Vous n'êtes pas tout seul et juste prenez-en conscience et affrontez-le, ça va bien se passer. Dites-vous aussi que les personnes en face sont probablement aussi anxieuses que vous, mais elles sont en train de le cacher également. Ouais. Du coup, il y a probablement beaucoup d'autres personnes sur place qui sont passées par les mêmes émotions, qui vont passer par les mêmes émotions dans le futur. Donc, le fait de dire ça, déjà, ça dédramatise un petit peu. Et après coup, reste positif dans les choses que tu as vraiment bien aimé faire. Genre, redis-toi, ça c'était bien, c'est pas grave pour le reste. En fait, est-ce que tu t'es amusé ? Oui, cool, let's move on. Oser demander de l'aide en amont ou sur place. Et en fait, je me dis, c'est que quelle que soit la réponse, c'est intéressant parce que si la personne te dit, enfin, dans la plupart des cas, les gens te diront oui et tu auras de l'aide. Et si les gens t'envoient chier, dis-toi que peut-être c'est pas les bonnes personnes avec qui jouer. Et ça peut te permettre de sélectionner les choses un peu rapidement. C'est actuellement des personnes qui ne le sont pas capables aussi. Aussi. Mais voilà, du coup, ça va te permettre de dire, oui, mais vraiment, comme tu dis, c'est ok, cette personne-là ne veut pas être une ressource pour moi, il faut que je trouve d'autres personnes. Mais globalement, c'est ça, c'est tu débutes, tu sais pas faire, tu demandes de l'aide. Quand tu te connais, tu sais spécifiquement sur quel point il faut que tu demandes de l'aide pour que ça se passe bien. Et un peu comme tu disais, Kaya, il y a le côté de toute façon, tu ne pourras pas l'éviter. Tout ce que tu peux faire, c'est le faire dans les conditions les plus sécures possibles pour que ça se passe bien et peu à peu te désensibiliser. Tu ne seras pas moins anxieux, mais ça sera plus simple à gérer. J'ai 3 conseils. 3 conseils ? Buvez de l'eau. Ça paraît le premier, c'est... En tout cas, on peut garder buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Déjà, du coup, j'ai 4 conseils. 4 conseils. Et c'est parti pour le top 4. C'est parti pour le top 4. Le truc, c'est que... Le premier, ce serait, comme disait notre amie Isabelle, c'est le syndrome du serveur, c'est qu'on a tous débuté en fait. Et en plus, on a un hobby qui est ultra changeant et on a un hobby qui est constamment en train d'évoluer avec des nouvelles exigences et la barre change complètement sur les attentes. Donc, il faut accepter aussi le fait que on continuera à être surpris. Et on continuera à se reposer des questions parce que le niveau d'attente va changer. Quand il n'y avait pas des costumes disponibles il y a des années, qu'on venait tous avec des trucs en carton, c'est différent maintenant qu'il y a plus de boutiques de prêt-à-porter. Donc l'anxiété sur plein de choses change au fur et à mesure que ça se développe. Il y a aussi le fait que il y a aussi ce truc, faut accepter que tu peux pas tout faire. Faut accepter que tous les jeux sont pas pour toi, qu'il y aura toujours des nouveaux GN. Faut accepter le fait que à un moment donné, tu te dis, en fait, je vais pourquoi sur ce jeu ? J'y vais pour être avec ces gens, mais en fait, c'est pas du tout un jeu pour moi. Donc, il faut très tôt se demander pourquoi tu vas sur tel jeu. Là, il y a eu des gens qui sont sortis, j'ai trouvé que les thématiques étaient ouf, et je me suis dit, en fait, je l'ai fait 10 fois ce truc, je l'ai fait sous des formats différents. Je vois pas l'intérêt d'y aller pour finalement être déçu, parce que j'ai déjà fait cette expérience autrement. De se rendre compte que tout n'est pas fait pour toi et tout ne doit pas être adapté pour nous. Faut aussi accepter, on parlait d'un jeu à la fois où la note d'intention est sortie, je dis moi, sur ce jeu-là, le thème est où, je me sentirais pas safe, c'est pas grave en fait, il y en aura d'autres. Et le troisième, c'était pas buvez de l'eau, je l'ai oublié. le troisième, c'est plutôt... en fait, l'anxiété, c'est comme les secrets de GN. Un secret qui sort pas, c'est un secret qui a été écrit pour rien. Et en fait, ça sert à rien de garder tout ça pour soi. C'est un peu les gens qui disent « Ah, on le voit plus en soirée. » Ouais, parce qu'il s'est passé un truc, il en a pas parlé. En fait, oui, des fois, peut-être que tu t'es mis la pression pour rien, mais en fait, on peut pas corriger un truc qui a pas été communiqué. Et de demander autour de soi si ça, c'est normal ou c'est juste nous, en fait, en communiquant, tu peux commencer à exorciser les choses, quoi, en fait. Si tu communiques pas, il y a rien qui peut être fait.
On a la chance de faire partie d'une communauté qui, pour la plupart, est assez bienveillante et assez soutenante. J'ai pas rigolé parce que c'est pas vrai, mais c'était le pour la plupart. Pour la plupart. Non, voilà. En vrai, c'est cool quand même. Mais et du coup, le fait de partager nos difficultés, notre mal-être, ce genre de choses, généralement, ça se passe bien, en fait. Et comme tu dis, Garba, si ça se passe pas bien, c'est peut-être que c'est juste pas les bonnes personnes à fréquenter, tout simplement, et qu'il faut chercher d'autres personnes qui vont être plus en adéquation avec tes propres envies, tes propres besoins. Et il faut aussi accepter que ces potes, ils ont pas les mêmes gènes que nous. Genre, il y a plein de potes qui sont géniaux. Moi, quand je parle de certains trucs, mes potes, c'est pas du tout des jeux qui les intéressent et ils comprennent pas l'intérêt. Et donc, j'essaye pas de caler mes émotions sur les leurs. En fait, on vit pas les mêmes expériences, on cherche pas les mêmes trucs. C'est mes amis, on adore le gène. Mais comme ils disent, ouais, mais tu t'es mis dans cet état-là. Mon gars, toi, tu tapes à 12 tous les jours quand tu vas en gène. Je suis désolée si je suis un peu bouleversée, un peu plus émotionnellement sur un truc. Enfin, j'ai le droit de ressentir ça. C'est pas parce que toi, t'es pas capable de te projeter dedans que mon truc est faux ou n'a pas de valeur. Il faut accepter que genre t'as des gens, on partage tous le même hobby, mais il est tellement différent. Mais totalement différent. Mais ça, limite, parce que Clémentine et moi, on est un peu dans cette méta-là où on a deux visions du hobby, du gène différents. Cependant, pour moi, j'arrive à me projeter dans ce qu'elle ressent, en fait, d'être soutien un peu dans tout ça, parce que je vois ce qui l'intéresse, parce que je connais ma partenaire sur ça, et je vois que l'importance de ce qui la drive en GN, en fait. Et donc, c'est normal pour moi de comprendre en fait ce qui l'intéresse. Comme moi, elle comprend très bien ce qui m'intéresse, parce que je suis quelqu'un de très sensible et beaucoup dans la pensée, tout ça. Déjà, on ne vous demande pas de comprendre ou d'accepter, on vous demande d'être capable de projeter les choses en fait. Ouais, et ça, c'est de l'empathie tout simple en fait. Eh ben, merci beaucoup. Merci en tout cas parce que je trouve que c'est quand même un peu un exercice de venir de parler de son anxiété devant des gens et que des gens vont vous écouter et peut-être vous juger. En général, ça me coûte 60 balles, donc je suis super contente. Ouais, clairement. Mais bon, il y a after après. C'est vrai. Mais avant de rendre l'antenne, entre guillemets, est-ce que vous avez une petite recommandation à faire à nos auditeurs ? Je pense que le sujet, il s'y prête bien. Moi, je vous recommande d'aller consulter un site qui s'appelle PSSM France. Donc c'est. Tu dire consulter un psy. Aussi d'ailleurs. Allez-y. Je vous conseille Doctissimo. C'est ça. Prenez Better rendez-vous. Help. Non, PSSM France, ça veut dire Premier Secours en santé mentale. D'accord. Et c'est un site sur lequel, donc c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2018. Et dessus, vous pouvez trouver plein de fiches pratiques. Plein d'informations sur les troubles psychiques, des ressources, des contacts, voilà. Donc c'est hyper pratique. Moi j'ai suivi une formation là-dessus grâce au travail il n'y a pas si longtemps et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Donc ça te donne des clés sur comment gérer des situations de stress, que ce soit angoisse liée aux problématiques de la dépression, à des troubles psy, enfin voilà, il y a plein de choses. Et allez voir un ou une psy. Si vous avez un doute, vous vous demandez si vous devez le faire, c'est probablement que vous avez besoin de le faire. N'hésitez pas, et c'est OK. Et c'est même très bien. Prendre soin de sa santé mentale, c'est très bien. Ça nous permettra de pouvoir mieux jouer ensemble en GN. Mais c'est très cher, malheureusement. OK. Moi, en recommandation qui a rien à voir avec le sujet, mais qui était actuelle. Après, faites pas comme nous, sortez pas vos podcasts 5 mois après qu'on les a enregistrés. C'est ce qu'on fait drôle de jeu. Mais non, plus sérieusement, il y a pas longtemps, il y a 4 créatrices qui ont fait un dépôt. Enfin, c'est pas vraiment un dépôt vente, mais elles ont fait un vide atelier où elles ont vendu plein d'événements, plein de fringues, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet, mais en podcast actualité GN, enfin en truc actualité GN, c'est justement si vous êtes en stress par rapport à vos costumes et tout, etc. Un des trucs que vous pouvez faire pour être moins anxieux, c'est de trouver du matos moins cher, comme ça si vous foirez, c'est moins grave. Et du coup, moi je vous conseille de suivre sur les réseaux sociaux les mains à coudre et Asta Récréation, je ne me rappelle plus les noms des autres comptes où elles vont réorganiser justement sur Paris notamment des reventes d'ateliers pour pas cher, etc. Parce qu'il n'y a rien de tel que de ne pas dépenser très cher un costume de GN. Vous pouvez vous foirer sans problème si ça vous a coûté que 20 balles. Parce que aussi, ça c'est de la sécurité émotionnelle, je tiens à le dire. Oui. Alors moi, je vais vous conseiller un bon remède à l'anxiété, à savoir une arme qui vous convient très bien. Et je vais vous conseiller un camarade de la Forge de Tir qui fait des armes de GN sur mesure. Je recommande aussi. Qui aime beaucoup aussi partir sur des tripes, que ce soit du post-apo, du bizarre. Donc
Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est des armes qui sont très confortables aussi à manier parce qu'il bosse vraiment sur le fait d'avoir une rigidité en main de la poignée, d'avoir un bon équilibre. Et il est ouvert aux défis. Donc je ne peux que vous y conseiller. Ouais, c'est un très très grand créatif et tout. Et en plus, c'est une personne très très cool et adorable. Donc, Clémentine. Moi, je vais recommander un truc qui n'a rien à voir avec le GN. Je te déteste. Je vais pas l'idée, et j'ai envie d'en parler. Shame. Mais en fait, c'est pas pour rien, c'est que moi, je pense que c'est quand même intéressant de s'intéresser à des formes d'art parce que ça nous sert en GN. Parce que bon, on en parlera peut-être un jour, mais moi, je pense qu'il y a une part d'artistique et d'art en fait dans notre loisir. Oui. Donc, je vais vous parler de quelqu'un qui tient une chaîne YouTube sur la peinture. Parce que je trouve que c'est passionnant et que c'est pas toujours facile d'y accéder quand on n'y connaît pas grand-chose à la peinture. Il fait un format de vidéo qui s'appelle Pourquoi c'est un chef-d'œuvre, un truc comme ça. C'est ça. Ah mais en fait je me rends compte qu'il a changé le nom de son truc. Bon, fut un temps ça s'appelait Pourquoi c'est un chef-d'œuvre. En gros il prend des chefs-d'œuvre et il explique, des chefs-d'œuvre de la peinture, et il explique pourquoi est-ce que c'est devenu un chef-d'œuvre, pourquoi dans son placement dans l'histoire, et pourquoi, qu'est-ce que veut dire ce tableau, qu'est-ce qu'on en comprend, qu'est-ce qu'on peut en voir. Je trouve que c'est passionnant. Ça s'appelle Vincent K. Joly, sa chaîne YouTube. Je vous recommande fort, fort, fort. J'aime vraiment beaucoup son travail. Voilà. Ok. Et ben moi, je vais terminer avec un podcast parce qu'on a un nouveau confrère qui est apparu sur l'intranet. One of us. One of us. Et c'est super parce que ça nous évite de mettre une pression pour essayer de faire des épisodes. Et donc, on compte sur lui pour combler Do the job. nos absences avec nos collègues de Drôle de Jeu. You can do the thing. Tu dois faire ça Putain, tout je seul. me prends des scuds là, c'est pas faux. Mais On est pareil, la même team. Hein. On est dans la même Nous, team. on était là en Je mode sais. yes. Donc, ça s'appelle les reliques génistiques. Le concept est assez cool. En fait, ça donne la parole aux orgas d'anciens jeux de rôle grandeur nature. Ils sont actuellement sur... un épisode est déjà sorti. Je crois que le Il y numéro a un 2 2 qui vient de sortir. donc trop bien. Et donc, donner la parole aux orgas, d'avoir un retour sur ce qui a été fait, en fait, aussi comment les orgas ont vécu aussi cet événement et tout, je trouve ça ultra intéressant. C'est vrai qu'on donne beaucoup la parole à des joueurs ou à des orgas sur leur point de vue, sur la façon dont ils voient le GN, mais je trouve ça ultra intéressant qu'on donne la parole à des orgas sur leur événement, sur ce qu'ils ont vécu, leur victoire, leur défaite, comment ils ont dépassé les épreuves. Et je trouve ça intéressant parce que ça peut montrer aussi aux joueurs ce que ça implique d'être orga, en fait. Ce que ça implique aussi de passer du temps pour ça. De passer du temps pour que des gens ingrats disent qu'ils sont Yankee, quoi. Non, je rigole sur ça. Mais en tout cas, ça peut vous donner une idée de ce que c'est d'être orga, quoi. Voilà. On va boire ? On va boire. Allez, On va voir. Attendez, j'ai déjà un truc à dire avant. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur tout, sur Facebook, sur Instagram, et nous écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Si vous avez des retours, n'hésitez pas. Si vous êtes psy, n'hésitez pas. Mais voilà. Avant de partir à cet after que nous attendons avec... Impatience. Avec impatience. moi je suis nulle pour ça, hein, franchement. Clairement. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Merci de faire tout ça en fait. Merci de proposer des podcasts et de vous casser le cul régulièrement. Merci beaucoup, c'est très sympathique. Trop chou. De rien. Ouais. Oui. Je remercierai mon soir quand je serai bourrée. Ce sera pas la même limonade. Et voilà, peut-être que vous ressentez maintenant ou que vous avez déjà ressenti par le passé un peu d'anxiété à l'idée de devoir performer, de devoir créer quelque chose, mais sachez que c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci. Très bien. Merci, Merci créatrice de d'être ce venue. podcast, Isabelle. De nous Le donner patron encore il est venu là, il est merci, dit faire un petit patronne. contrôle. Et moi, je vous dirais que, rappelez-vous, ça reste du GN. On y passe beaucoup de temps, mais on sauve pas des vies. Même s'il y a des cas, mais c'est un autre sujet. On fait pas des opérations à cœur ouverte. Voilà. Exact. Et communiquez, bordel. Vous passerez pas pour des cons. Ça soulagera tout le monde de savoir ce qui se passe et de pouvoir régler les problèmes comme ça. Puis c'est bien, c'est que c'est un conseil qui s'applique à peu près tout dans la vie. Donc, Ouais. Oui, mais il est C'est bien vrai. celui-là. On n'a jamais tort de communiquer. En tout cas, merci auditeurs de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à une Buvez de prochaine l'eau. fois. Et buvez de l'eau. buvez de l'eau, ouais. Ciao, ciao. Salut.